Il est 15 h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV pour l'après-midi info. L'indignation après l'agression d'un enfant de 8 ans atteint d'un cancer, violemment agressé par des supporters d'Ajaccio parce que lui portait un maillot de l'OM hier soir. Le rêve s'est transformé en cauchemar pour lui dans le stade. Il témoigne sur BFM TV, encore choqué. Jusqu'à 600 000 manifestants attendus dans les rues de France. Mardi, une 14e journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites se prépare. Un rendez-vous précédé de 2 jours seulement par la publication de 2 décrets d'application de la loi très controversée. À la CGT, Sophie Binet fustige une réforme passée à marche forcée. Elle appelle à une forte mobilisation mardi. Un vaccin inédit pour prévenir les rechutes de cancer, un traitement français présenté ce week-end et un espoir pour des millions de patients dans le monde. Le point sur cette avancée majeure. En fin de journal, en France, près de 400 000 tumeurs sont diagnostiquées chaque année. Il s'appelle Kenzo, il a 8 ans, supporter de l'OM et il se faisait une joie de pouvoir venir voir ses idoles. Hier soir, cet enfant atteint d'un cancer, invité en loge avec ses parents, a été agressé par des supporters d'Ajaccio hier, donc qui ont même fini par brûler son maillot marseillais. Il a été pris en charge aux urgences en état de choc. Élise Breteau l'a rencontré avec sa famille. Témoignage. On est arrivé au stade. Et on est monté en loge Air Corsica, comme c'était prévu. Et du coup, arrivé en loge, Kenzo a dit c'est bon, on peut mettre notre maillot. Donc on a sorti les maillots pour mettre notre maillot. Et en contrebas, il y avait un groupe qui montait de jeunes. Et ils ont aperçu qu'on était en train de mettre notre maillot. Et juste au moment où papa portait Kenzo pour lui montrer justement que les joueurs de l'OM rentraient sur le terrain, ils ont vu Kenzo, ils l'ont montré. Et ils me sont montés tout là-haut. Où est-ce qu'on était? Le maillot, ils l'ont pris, ils les ont brûlés. Et au passage, ils ont poussé Kenzo qui a tapé la tête sur la barre du siège et ont mis 2 coups de poing dans le visage à papa. Quand je les ai vus rentrer dans la pièce, je suis resté surpris, je ne m'attendais pas du tout. J'ai envoyé un petit, j'allais pour le deuxième. Vraiment, j'ai eu très peur pour leur sécurité. Ouais, effectivement, j'ai eu vraiment peur pour eux. J'ai compris que si je lui donnais pas moi mon maillot, franchement, je risquais mes enfants et moi d'avoir des conséquences beaucoup plus graves quand même. Quand je les ai vus monter, il y en a quelques-uns qui se sont arrêtés et qui les insultaient, mais ils montaient pas. Mais il y a un groupe de 15 personnes qui sont quand même montées, voire peut-être même plus, et qui sont montées et qui sont débarquées dans la loge, quoi. C'est fou. Antoine Forestier, on vous retrouve, vous êtes à Ajaccio pour BFM TV. Racontez-nous ce qu'il s'est exactement passé hier soir avec ce jeune Kenzo. On va déjà vous donner des éléments de contexte. Kenzo, c'est un enfant de 8 ans, supporter de l'Olympique de Marseille, atteint d'un cancer du cerveau. Il était déjà venu en Corse il y a un mois avec d'autres enfants malades. Et lorsque ceux qui ont organisé tout cela ont appris qu'il était supporter de l'Olympique de Marseille, eh bien, ils ont voulu lui faire une surprise et lui organiser de nouveau un voyage en Corse pour assister à ce match Ajaccio-OM. Il est donc arrivé en avion hier. À son arrivée au stade, il était habillé normalement, entre guillemets, et sa maman s'est dit qu'une fois qu'il était dans cette tribune, dans cette loge, c'est-à-dire un petit peu à l'écart des autres supporters, elle l'a autorisé à mettre son maillot. Son papa l'a porté à un moment de l'entrée des joueurs et donc d'autres supporters l'ont aperçu avec ce maillot de l'Olympique de Marseille. Son père également portait un maillot et c'est là que certains individus se sont introduits dans cette loge, leur ont demandé de retirer les maillots. Ils lui ont retiré le maillot de force. Le petit garçon a été bousculé, le père a été frappé de plusieurs coups de poing. Cela, ça a été reconnu par un des présidents du groupe de supporters de l'AC Ajaccio. Et puis, bien, une fois que la sécurité du stade s'est aperçu de ce qui est en train de se passer, eh bien, des agents de sécurité sont intervenus pour séparer ces supporters et les faire quitter cette loge. Les pompiers également ont pris en charge le petit et son papa. Et puis une fois qu'on s'est aperçu qu'ils allaient bien, eh bien, les membres de l'AC Ajaccio ont voulu inviter Kenzo et ses parents dans les vestiaires du stade. Il a pu alors rencontrer ses idoles et notamment Matteo Guendouzi, son joueur préféré de l'Olympique de Marseille avec lequel il a pu prendre une photo. Cette affaire, elle est prise très au sérieux par le club qui tente de retrouver les auteurs de cette agression. Le club qui, dans un communiqué, dit même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ses comportements. Il compte déposer plainte et d'ailleurs le parquet ici a annoncé qu'une enquête était ouverte pour violence en réunion.
Oui, on a demandé que tous les moyens soient mis en œuvre pour identifier les auteurs de ces faits inqualifiables dans les plus brefs délais. C'est ce que communique donc le procureur. Antoine, globalement, comment s'est passée la soirée ? Alors nous étions présents avant, pendant et après ce match avec Caroline Bertolino. À l'entrée des supporters marseillais, nous avons pu filmer quelques tensions entre supporters, des jets de projectiles, des feux d'artifice. Mais il faut bien préciser que ça venait des deux camps, des supporters ajacciens comme des supporters marseillais. Une fois que les supporters sont rentrés dans leur tribune, qui leur est réservée aux supporters extérieurs, les 600 Marseillais environ, le match a pu se dérouler normalement. Ils ont été autorisés à quitter la tribune environ 1h30 après. Il était aux alentours de minuit et demi. Là encore, nous avons suivi ces supporters du stade François Coty jusqu'au restaurant de plage où ils avaient passé une bonne partie de la journée hier. À ce moment-là, nous n'avons toujours pas vu d'incident. Et ensuite, ces supporters, ils ont été escortés jusqu'à leurs différents hôtels en centre-ville d'Ajaccio. Ce qui est à signaler, là aussi, c'est grave. Un de nos confrères de France 3, un journaliste reporter d'image, c'est-à-dire un caméraman qui était en train, comme nous, de filmer ces supporters, a été pris à partie au niveau d'une station-service d'Ajaccio par une centaine d'individus qui passaient par là. Certains d'entre eux l'ont frappé, ils ont cassé son matériel, sa caméra, ils ont également volé ses cartes mémoire. Ce journaliste, il a dû être hospitalisé brièvement. Il va mieux, on a pris de ses nouvelles ce matin avec un de ses collègues. Et là aussi, le parquet d'Ajaccio est en train de mener une enquête qui a été ouverte pour violence aggravée et vol aggravé. Merci beaucoup Antoine Forestier avec Caroline Bertolino en direct d'Ajaccio pour BFM TV. Donc on le rappelle, ces deux enquêtes ouvertes dans le cadre de ces violences à l'issue de ce match. Bonjour Jean-Bernard Gaillot-Renucci, vous êtes délégué à la protection de l'enfance au sein de Territoires de Progrès. Une question simple, comment on en arrive à de telles extrémités ? Alors, bonjour. Petite rectification d'entrée. Je ne suis plus en charge de la protection de l'enfance chez Territoires de Progrès. Je suis aujourd'hui le directeur du conseil politique, effectivement, de Demain, qui est un parti inhérent. Voilà, ça c'est pour la petite précision. Pour revenir sur le sujet qui nous interpelle aujourd'hui, il faut quand même mentionner que certes, il y a bien sûr ce point d'orgue qui est l'agression, en tout cas la façon dont cet enfant a été très très malmené, mais n'oublions pas que les violences avaient commencé dès le vendredi, effectivement. Donc là, il y a un sujet qui est plus global autour d'un match qui n'avait plus d'enjeu sportif, puisque les résultats faisaient que de toute façon, le club ajaccien ça n'aurait pas changé la donne, quel que soit le résultat, et l'OM était aussi assuré effectivement de sa place en championnat. Ça, c'est pour le point sportif. Juste un mot, parce que vous avez posté ce message, pas fier d'être corse quand je vois cela. Évidemment, quand on connaît la fierté corse, ça marque. Oui, absolument. Alors, effectivement, je suis toujours très attaché effectivement à la protection de l'enfance et pour le coup, avec mes origines corses, même si je passe 95% de mon temps sur le continent, et c'est ce que vous trouvez sur mon profil, ça marque excessivement. Étant entendu que je ne mets pas tous mes compatriotes corses dans la même barcasse, c'est évident. Ce n'est pas parce que 10 individus effectivement commettent un acte absolument dégueulasse, et désolé du terme, que tous les Corses en font ainsi. Mais effectivement, dans ma corsitude, et je ne suis pas le seul, nous nous sommes sentis effectivement profondément touchés. Merci Jean-Bernard Gaillot-Renucci, conseiller politique, de nous avoir accordé votre sentiment à l'issue donc de ces violences et notamment concernant le petit Enzo, 8 ans, qui a été donc agressé violemment à l'issue de ce match Ajaccio-OM hier. Dans l'actualité, on parle de cette journée à haut risque qui s'annonce mardi pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la 14e. Des gilets jaunes, l'ultra-droite, les services de renseignement attendent jusqu'à 600 000 personnes dans les rues, dont 1 millier d'éléments à risque rien que dans la capitale. Jules Boiteau, Camille Martin, Kevin Eliès. Dans ce magasin de vélo boulevard Montparnasse à Paris, il y a quelques jours, la police est passée pour conseiller de fermer l'établissement mardi prochain. Une habitude désormais pour le patron, les jours de manifestation. Lorsque j'entends les tambours ou des pétards arriver, je ferme la grille et je éteins les lumières et puis je me mets juste sur la partie atelier pour m'isoler et pour éviter d'être vu effectivement des manifestants. Pour la 14e journée de contestation, le parcours est considéré comme très compliqué selon la police. Entre Invalides et Place d'Italie, le cortège défilera à proximité de plusieurs symboles du pouvoir comme l'Assemblée nationale ou devant le restaurant La Rotonde, un établissement régulièrement pris pour cible depuis qu'Emmanuel Macron y a fêté son accession au second tour de la présidentielle en 2017.
En face, cet autre restaurant en subit également les conséquences. Chaque fois qu'il y a une manif, c'est sûr que les clients à manger au resto ne viennent pas. On se va voir tout le temps que la chiffre d'affaires il baisse. Autre inquiétude pour les autorités, le symbole qui entoure cette manifestation. Ce dimanche, cela fait 10 ans que Clément Méric a été tué dans une rixe entre Antifa et Skinhead. Des commémorations ont été organisées aujourd'hui dans la capitale en présence de nombreux membres de l'ultra-gauche venus de l'étranger. Des militants qui pourraient rester jusqu'à mardi. 1000 éléments radicaux sont attendus selon la préfecture de police. Malgré le nombre important des forces de police, ces individus sont quand même difficiles à canaliser vu leur violence, vu leur extrémisme. Des éléments perturbateurs qui ne pourront pas être gérés par les services de sécurité des syndicats chargés d'encadrer le cortège en parallèle des forces de l'ordre. On essaye avec nos services de sécurité d'éviter au maximum l'infiltration de mouvements violents, mais le problème c'est qu'on ne le maîtrise pas parce que ces mouvements violents sont rarement dans le cortège, ils sont plutôt quelques dizaines de mètres en amont du cortège. Et donc là, nos propres services de sécurité ne peuvent pas gérer ça. Entre 40 000 et 70 000 personnes sont attendues à Paris selon les autorités. Alexis Cuvillier du service politique de BFM TV est avec nous. Alors il y a cette manifestation qui va donc avoir lieu, ces manifestations mardi, un peu partout dans la France. Ça interviendra à peine 2 jours après la publication de 2 décrets d'application de cette loi sur la réforme des retraites. 2 décrets parmi lesquels celui du report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et dans ce contexte que vous évoquiez à l'instant, à l'avant-veille de cette journée de mobilisation, cette publication au journal officiel fait bien sûr bondir les oppositions, notamment syndicales. De quoi parlons-nous ? Il s'agit des 2 premiers décrets d'application de la réforme. 29 autres doivent suivre d'ici le 1er septembre. Il y a donc le décret avec la mesure la plus controversée, le passage progressif au départ à 64 ans. L'autre décret porte, lui, sur les conditions de départ pour les carrières longues, les départs anticipés. Vous vous souvenez que ces carrières longues avaient été au cœur des débats au début de l'année. Et il porte aussi ce deuxième décret sur les départs anticipés en situation de handicap. Leur publication dans ce calendrier particulier est tout ce qu'il y a de plus normal, assure-t-on dans l'entourage d'Olivier Dussopt. Publication qui intervient après saisie des organismes de retraite, des partenaires sociaux, du Conseil d'État et après signature des ministres concernés. Le moment d'arriver dans les pages du journal officiel n'est pas contrôlé. En tout cas, c'est ce que nous disent ces sources. Même s'il faut remarquer, bien sûr, que cela s'est accompagné d'une communication officielle du ministère du Travail à l'aube ce dimanche. Une façon pour le gouvernement de montrer sa détermination à tenir le calendrier malgré la poursuite de la contestation dans la rue et à l'Assemblée. Un scandale, une réforme à marche forcée, c'est ce que dénonce Sophie Binet, la patronne de la CGT, ce midi sur BFM TV. Nous sommes en train de regarder tous les leviers juridiques qui existent. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il reste 29 décrets, puisqu'il y a besoin en tout de 31 décrets pour que cette réforme s'applique. C'est totalement irresponsable de prétendre l'appliquer au 1er septembre, puisqu'il y a encore 29 décrets qui ne sont pas parus. Et donc, les agents dans les caisses ne peuvent pas préparer les choses. Et les assurés n'ont aucune visibilité pour leurs droits, leur future retraite. Donc, c'est scandaleux de vouloir appliquer cette réforme à marche forcée. Donc, vous allez regarder dans le détail et pourquoi pas attaquer ces décrets ? Bien sûr, nous regarderons les 31 décrets et dès qu'il y a une faille juridique qu'on identifiera, oui, on les attaquera. Et on en parle avec notre invité Jean-Christophe Couvi. Bonjour, vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Quels sont selon vous les risques de cette 14e journée de mobilisation de mardi contre la réforme des retraites ? Bonjour, écoutez, les risques, on les connaît. Je veux dire, le scénario est déjà écrit. La preuve, c'est que mes collègues passent quelques jours avant pour sensibiliser les commerçants en leur disant de fermer les devantures. Donc on sait déjà ce que ça va donner, même si on prend les devants. Mais voilà, je vous dis encore une fois, le scénario, on le connaît. 800 à 1000 ultras Black Blocs qui vont venir pour encore une fois affronter la police, essayer de détruire un maximum de matériel et tout ce qui ressemble au grand capital. Donc on a un souci en fait dans ce pays, c'est qu'on ne sait pas prévenir ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les empêcher de venir. Quand ils y sont, si on les nasse, entre guillemets, on les encercle pour les interpeller, la Ligue des droits de l'homme crie au secours et dans ces cas-là on ne peut pas intervenir. Et en fait à la fin on compte quoi ? On compte aussi les blessés policiers. Je vois le 1er mai, 406 blessés. Depuis le début de l'année, on a à peu près 2400 policiers blessés. Donc ça, c'est le seul compteur qu'on tient à jour. C'est le compteur honteux, d'ailleurs, des policiers des forces de l'ordre blessés. Donc aujourd'hui, voilà où on en est. Voilà le constat.
je note quand même en tant que syndicaliste aussi que effectivement, si on veut mettre un peu plus d'huile sur le feu, c'est très bien de faire 2 décrets juste avant la grande manifestation. Franchement, quand on connaît l'inertie de l'administration à sortir des textes, des décrets, à faire des arbitrages, on voit que là, ils ont passé la surmultipliée, la blitzkrieg pour aller très très vite et marquer les esprits. Voilà, donc encore une fois, vous voyez, quand on veut, on peut. Est-ce que vous craignez une radicalisation ou vous dites c'est à chaque fois la même chose à chaque journée de mobilisation, ou vous craignez une radicalisation face aux manifestations notamment qu'il y a eu et dont on a beaucoup parlé d'ultra-droite ces dernières semaines? L'ultra-droite, sur ces manifestations, entre guillemets, ne nous pose pas trop de problèmes. C'est plutôt l'ultra-gauche. Je parlais plutôt de l'ultra-gauche en réponse justement aux manifestations de l'ultra-droite de ces dernières semaines. Oui, on voit bien, en plus, c'est les 10 ans, effectivement, du décès de Clément Méric. Donc, c'est une icône dans le milieu anarchiste et Black Bloc. Donc, on voit bien qu'ils vont profiter aussi de ça. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de personnes ultra-gauche qui viennent en France pour j'allais dire, apporter de l'aide déjà à l'ultra-gauche française. Et puis voilà, on agite un petit peu, j'allais dire, tous les curseurs pour que ce 6 juin soit explosif. Oui, on a des gros risques. On a des risques sur Paris, mais surtout aussi sur les villes déjà marquées, Lyon, Rennes, Nantes. On sait très bien que c'est des villes qui sont vraiment souvent, j'allais dire, où on voit beaucoup de manifestations d'Antifa. Voilà, tous les week-ends à Nantes, vous avez des manifestations d'Antifa qui terrorisent, j'allais dire, le centre-ville de Nantes et les commerçants. Et donc, il y a ce terreau entre Rennes, Nantes et Lyon aussi, où effectivement, on n'arrive pas à se débarrasser de ces Antifas. Merci Jean-Christophe Couvi, secrétaire national syndicat Unité SGP Police FO, d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur BFM TV. Dans l'actualité, on en vient à présent à cet espoir immense suscité dans la lutte contre les cancers. Un vaccin pour éviter les rechutes, c'est ce que vont en tout cas présenter des chercheurs français dans un grand congrès de cancérologie aux États-Unis. Un traitement pour permettre aux patients d'être débarrassés de leur maladie une fois guéris. Plus de 380 000 tumeurs sont diagnostiquées chaque année en France. On en parle avec un spécialiste, notre invité, le docteur Avi Assouline. Bonjour, vous êtes cancérologue, radiothérapeute au centre de cancérologie de la Porte de Saint-Cloud, hôpital américain de Paris. On aimerait bien comprendre tout d'abord comment fonctionne ce vaccin. Bonjour à vous. Alors en fait, il s'agit plus précisément d'une immunothérapie avec une autre approche qui est très personnalisée, avec en fait, si vous voulez, chaque vaccin est conçu individuellement à partir du séquençage individuel des tumeurs des patients qui étaient dans le cadre de cet essai. Et en leur réinjectant, en fait, on essaie de stimuler leur système immunitaire pour qu'ils puissent lutter contre les cellules cancéreuses. Son efficacité a déjà été prouvée ? Alors, non, là, on est dans ce qu'on appelle un essai de phase 1, donc c'est au tout début de la recherche clinique. Et les résultats présentés à l'ASCO, donc le congrès américain dont vous avez parlé, sont des résultats prometteurs pour l'instant. Des résultats prometteurs, on n'est qu'en phase de test, vous le dites. On peut espérer une accessibilité à ce remède à partir de quand ? Alors, vous savez, dans la recherche, il y a plusieurs phases d'essais cliniques. Là, comme je l'ai dit, on était dans le cadre d'un essai de phase 1. Et si vous voulez, il y a des phases 1, 2, 3. Et il faudra, je pense, encore quelques années pour que le traitement soit accessible aux patients que l'on traite au quotidien. C'est un traitement qui a quand même des limites. Alors, il y a des limites. Les essais cliniques sont là pour le démontrer, sont là pour montrer aussi la sécurité, la faisabilité, s'il y a des effets secondaires. Donc, encore une fois, tout ça est très précoce. Mais en tout cas, c'est déjà porteur d'espoir pour nos patients. Porteur d'espoir, est-ce qu'on peut parler carrément d'une révolution dans la médecine et dans la cancérologie ? Alors, quelque part, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une autre approche qui n'avait pas encore été essayée. Là, on parle de cancer ORL, mais il faut savoir que ça a été aussi testé dans le cadre d'essais cliniques aussi très précoces. Dans le cancer du pancréas, il y a une étude toute récente qui a été publiée il y a 3 semaines tout juste. Donc oui, on peut parler de révolution. Et est-ce qu'on peut parler d'un vaccin qui pourrait être accessible au plus grand nombre, à tous ceux qui en ont besoin? En tout cas, je pense bien sûr à son coût. Alors là aussi, je pense qu'il est trop tôt pour en parler, puisqu'effectivement, la question du coût est plus la question des industriels. Et il faudra déjà, encore une fois, montrer que ce vaccin est efficace, qu'il est
qui peut être utilisé en toute sécurité chez les patients avec peu d'effets secondaires. Et là, encore une fois, nous en sommes qu'aux prémices des essais cliniques et il faudra encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense quelques années avant qu'on puisse répondre à toutes ces questions. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur cet espoir de la médecine, docteur Ali Assouline. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur ces préparatifs de cette mobilisation, la 14e contre la réforme des retraites. Elle aura lieu mardi, un peu partout en France. Nouvelle journée de mobilisation, donc pour dire non à seulement 2 jours de la publication aujourd'hui de ces 2 décrets d'application de la réforme des retraites, dont celui sur le recul de l'âge de départ légal à la retraite. On en parle dans notre journal de 15h30. À tout de suite. Jeudi 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Une opération militaire spéciale dans le Donbass. Des familles avec des enfants à l'arrière pour pouvoir partir à tout prix. Depuis cette date, les journalistes de BFM TV sont sur le front, au plus près des combats, pour enquêter, témoigner, filmer, raconter un conflit qui n'en finit pas. Nous sommes aux abords de la gare de Kiev. Kramatorsk, Kherson. Nous nous trouvons à Boutcha. Les tirs et les bombardements continuent sur la ligne de front. 3 sirènes, puis 5 explosions. Plus que jamais, les équipes de BFM TV restent sur le terrain pour continuer de vous informer. Mon pote, je crois que t'as besoin d'une petite révision. Par le pouvoir du chat! Le robot est mis KO. Il sauve le monde. Et feu vert. Ça raconte super bien le pouvoir du chat. On voulait parler du pouvoir d'achat, pas du pouvoir du chat. Ah. Par contre, le costume, il claque. Chez Feu Vert, notre vrai pouvoir, c'est de vous faire économiser en moyenne 142 € sur votre révision. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. Mais t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez ArthurImo.com. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur ArthurImo.com. Depuis toujours, Ford innove pour démocratiser l'automobile. Pour fêter ses 120 ans, Ford vous propose des offres anniversaires exceptionnelles, comme Puma hybride 85 à partir de 199 € par mois et qui vous accompagnera quel que soit votre terrain de jeu. Alors, lancez-vous. Portes ouvertes les 10 et 11 juin. Philippe, j'ai un défi pour toi. Si tu perds entre 10 et 15 kilos d'ici cet été, eh ben on va taper la balle. C'est une super déclic pour se motiver et aller jusqu'au bout. Je m'éclate. Avec 12 kilos de moins, on a quand même beaucoup plus d'énergie. Bravo Philippe, je suis super fier de toi. On peut rejouer ensemble à moins 18? Chiche, je signe. Et merci comme chaîne. Alors faites comme Philippe et boostez votre perte de poids avant cet été avec l'offre Turbomax. Rendez-vous sur comej'aime.fr. Comej'aime.fr. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM. Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. Vos papiers, s'il vous plaît. C'est votre véhicule? Ouais, c'est mon véhicule. Mais je vous la prêterai pas. Pardon? Ne vous excusez pas, je vous la prêterai pas. Oh, bonne journée. Le style est enfin accessible, mais n'en faites pas trop quand même. Citroën C3 U Black Series est à partir de 99 € par mois. Portes ouvertes du 9 au 12 juin. Le Mal Élixir, le nouveau parfum intense de Jean-Paul Gaultier.
Il existe une meilleure protection que vos meilleures cachettes. Vous pouvez compter sur Groupama et sa télésurveillance pour protéger vos biens et votre famille. En ce moment, 150 € de frais d'installation offerts. Groupama, la vraie. Dacia Duster, avec 4 ans d'entretien inclus et toujours à prix Dacia. Et pendant les jours extrêmes du 8 au 12 juin, venez découvrir la gamme extrême. Avec Bip & Go, ne vous arrêtez plus au péage. En ce moment, profitez de 15 mois offerts. Rendez-vous sur bipandgo.com. Quand on perd un enfant, il y a cette question qui revient. Pourquoi ? On peut invoquer le destin, mais on peut aussi décider que ce jour-là, il ne soit pas mort pour rien. Et faire en sorte que finalement, ce soit la vie qui gagne. Cet été, vous retrouvez votre fils en Suède. C'est drôle, la Suède. C'est le pays du hareng. Et vous adorez ça. Sauf celui-là. Celui-là, vous l'aimez un peu moins. La France, l'Europe, le bassin méditerranéen des 34 €. Transavia, les destinations qui vous sont chères, moins chères. Petit à petit, les algorithmes nous enferment dans une bulle. Il est temps de s'ouvrir à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter à l'eau. Fnac, libérons la culture. DS4 Intense, quand la technologie rêve de voyage. DS Automobile présente sa nouvelle collection. DS4 Esprit de voyage. Mardi 6 juin, pour la 14e fois, les syndicats dans la rue contre la réforme des retraites. Après 4 mois de mobilisation, ils refusent de tourner la page. Les Français seront-ils nombreux à répondre à leur appel ? Est-ce la mobilisation de la dernière chance ? Les syndicats vont-ils inverser le rapport de force et faire plier le gouvernement ? Toute la journée, vivez les rassemblements partout en France. Et dès midi, émission spéciale, avec Pascal de la Tour du Pin au cœur de la manifestation parisienne. Toutes les mobilisations, toutes les réactions. Retraite, le dernier sursaut, à suivre toute la journée en direct sur BFM TV. Votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock. Pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. La météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. La météo avec les vêtements respirants Airisme d'Uniqlo. Airisme, une technologie qui libère la chaleur de votre corps et vous garde au frais. Attention toujours à ces orages, parfois forts, qui peuvent se déclencher encore aujourd'hui, ce dimanche, sur toute la moitié sud. On le voit, par évolution diurne, toujours des orages très localisés qui peuvent déverser beaucoup d'eau en peu de temps, comme ça a été le cas donc notamment hier du côté de Lyon. Au nord, c'est toujours du plein soleil et ça va rester très ensoleillé. Quelques précipitations, alors toujours ce risque orageux dont je vous parlais, qui se met tout doucement en place au fil des heures. Demain matin, encore du soleil sur les régions du nord. Ce sera variable. Plus au sud, quelques plaques de grisaille ici ou là sur le Roussillon ou encore sur le sud-ouest. Quelques ondées possibles sur le quart sud-est jusque sur la Corse. Et dans l'après-midi, même scénario toujours. Du soleil au nord et puis par évolution diurne, c'est quelques orages. Alors quand même un cran en dessous par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours et notamment ce week-end. Il faudra surveiller peut-être un petit peu plus la situation sur la Corse. Les températures en matinée, des valeurs qui s'échelonneront demain matin de 10 jusqu'à 18 degrés, 14 à Paris, 18 à Nice, il fera 16 degrés sur le sud-ouest, à Marseille également, et puis dans le courant de l'après-midi, eh bien les températures sont stationnaires, c'est toujours très très élevé pour la saison, 29 degrés sur la façade atlantique à Toulouse, 28 à Paris, 27 à Strasbourg.
C'était votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock. Pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. C'était la météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. C'était la météo avec les vêtements respirants Aerisme d'Uniqlo. Aerisme, une technologie qui libère la chaleur de votre corps et vous garde au frais. 15h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Ces 2 décrets d'application de la réforme des retraites publiés ce matin. Hasard du calendrier aux provocations, à tout juste 2 jours de la 14e journée de mobilisation intersyndicale prévue mardi dans toute la France. Jusqu'à 600 000 manifestants sont attendus. Mobilisation 2 jours avant l'examen à l'Assemblée d'une proposition de loi de l'opposition pour abroger cette réforme. Pour la leader de la CGT, Sophie Binet, appliquer la réforme des retraites au 1er septembre est tout simplement irresponsable. Une agression gratuite et scandaleuse, c'est ce que dénonce le maire d'Ajaccio. Après l'agression hier au stade d'un enfant de 8 ans atteint d'un cancer et honteusement violenté, je cite, pour reprendre les mots du club corse, le jeune supporter venait vivre son rêve de voir jouer son équipe de l'OM. Comment lutter efficacement contre le harcèlement? La question se pose de nouveau après le suicide de la jeune Lindsay et au regard des messages de haine qui sont publiés avant mais même après le drame. Il semble que signaler un dérapage à un réseau relève d'un véritable parcours du combattant. Nous devons nous interroger sur ce qui a dysfonctionné, juge le gouvernement. À tout juste 2 jours donc, de cette prochaine et 14e grande journée de grève et de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, 2 décrets d'application de la loi très controversés ont été publiés juste ce matin au journal officiel, parmi lesquels celui qui porte sur le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. On en parle avec Arnaud Marcinkiewicz. Bonjour, vous êtes notre invité aujourd'hui sur BFM TV. La réforme des retraites a été promulguée mi-avril. 2 décrets d'application ont été publiés donc au journal, on l'a dit ce matin, dont celui sur le recul de l'âge. Qu'espérez-vous encore gagner en manifestant mardi ? Mais on espère gagner le retrait pur et simple de cette réforme des retraites qui est injuste, brutale, dont les Françaises et les Français ne veulent pas massivement, sondage après sondage, et qu'ils le montrent en se mobilisant massivement par millions dans la rue, et ce depuis le 19 janvier, 5 mois de mobilisation. On est toujours aussi serein et déterminé à gagner le retrait de cette réforme des retraites, comme je l'ai dit, qui est injuste et brutale. Alors les autorités attendent entre 400 000 et 600 000 personnes mardi dans quelques 250 manifestations prévues un peu partout en France. Dans le sud-ouest, Albi est devenu au fil des mobilisations l'un des symboles de la contestation des villes moyennes. Les manifestants seront-ils au rendez-vous mardi? Jules Boiteau, Maxime Meunier. Sur le local de la CGT à Albi, dernier rappel pour la manifestation de mardi prochain. Pour mobiliser le plus possible, les représentants syndicaux ne relâchent pas la pression. On fait des campagnes de collage et d'affichage, de tractage. Sur les réseaux sociaux, on diffuse l'information et on va continuer aussi à le faire de façon à ce que la mobilisation soit le plus importante possible le 6. Après plusieurs grosses mobilisations, Albi est devenu l'un des symboles de la contestation en région contre la réforme des retraites. Le 16 février dernier, l'intersyndicale y défile au milieu de 50 000 personnes. Le 1er mai, ils étaient encore 12 000 dans la rue selon la CGT, qui espère un score équivalent. Mais dans le centre-ville vendredi, il y avait un peu de résignation. Je ne vais pas y aller parce que déjà j'ai une activité qui me prend beaucoup de temps et puis effectivement je pense que la réforme, là elle va se faire quoi qu'il en soit. C'est un peu tard. Là on peut faire ce qu'on veut, je pense que les décisions sont prises. Une mobilisation qui commence à peser aussi sur le portefeuille. Je ne peux pas m'absenter non plus, même une fois par mois, parce que financièrement c'est pas possible. Mais je soutiens à fond bien sûr cette mobilisation. Dans le Tarn, en plus d'Albi, une autre manifestation est prévue dans la ville de Castres. Arnaud Marcinkiewicz, on voulait revenir sur ce sentiment de résignation qu'évoquent en tout cas certaines des personnes qui ont pu participer à de précédentes mobilisations. Nos derniers sondages ELAB pour BFM TV font état tout de même de toujours à peu près 6 Français sur 10 qui se disent toujours mobilisés, 58%. Mais la part de ceux qui veulent que le combat continue à baisser de 4 points, ils ne sont plus que 59%. Baisse également des Français favorables à la réforme des retraites de 3 points. Est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être moins de monde et que peut-être ce sera la dernière grande mobilisation contre la réforme des retraites ? Moi, j'aimerais bien que ce soit la dernière mobilisation et que la victoire soit à la clé de cette nouvelle mobilisation. Maintenant, les chiffres que vous avez donnés montrent quand même toujours
une mobilisation exceptionnelle, et je le dis, après 5 mois de mobilisation et des journées de grève qui effectivement pèsent sur le portefeuille. Vous savez, quand on a une inflation qui est exponentielle et quand on a des salaires qui n'augmentent pas, forcément c'est compliqué. Mais vous savez, par exemple, moi je tiens à saluer alors mes camarades albigeois, mais aussi les camarades partout en province qui se mobilisent. Moi j'ai été manifesté à Chartres, à Marseille, Bordeaux, partout ça se mobilise massivement. Eh bien, écoutez, quand même, moi, je crois encore à la victoire. Et vous savez, il y a aussi une autre victoire symbolique qu'on a eue là, ces derniers jours. C'est la victoire des camarades de Verbaudet qui, après des semaines de mobilisation, ont gagné l'ouverture des négociations et ont gagné des augmentations de salaire. Donc oui, nous pouvons gagner. Mais pour cela, il faut encore être mobilisé. Mais là, vous parlez de complètement d'autres sujets. Donc finalement, vous êtes en phase avec les Français qui sont manifestement de plus en plus nombreux à se dire qu'il faut tourner la page de ce dossier de la réforme des retraites. Verbaudet, c'est autre chose. Non, les Français ne disent pas ça. Les Français ne disent pas qu'il faut tourner la page. Les Français sont toujours contre le report de l'âge légal à la retraite et les sondages sont clairs, même s'ils évoluent. Les sondages montrent qu'ils sont de moins en moins opposés à la réforme et de plus en plus nombreux à dire qu'il faut tourner la page. Ça, c'est les sondages. Voilà. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Puis nous verrons en plus mardi dans la rue la mobilisation et nous appelons à manifester le plus massivement possible mardi et aussi à faire grève. Et vous verrez, je suis persuadé que ce sera le cas et je suis persuadé que la victoire pour le monde du travail sera à la clé mardi. Vous évoquez justement les grèves. Alors on sait que dans le secteur aérien, la DGAC a annoncé déjà des suppressions de vols préventives, moins 30% à Orly par exemple à Paris, des réductions également à Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux ou encore Nantes. Et vous, à quelle perturbation on doit s'attendre du côté du rail mardi ? Alors on n'a pas tout à fait encore les chiffres, mais maintenant oui, le travail a été fait pour mobiliser les collègues et qui doivent, vous savez, notamment à la SNCF, pour beaucoup de métiers, se déclarer 48 heures avant la prise de service pour être en grève. Mais oui, effectivement, il y aura des mobilisations. Maintenant, dans le détail, je ne suis pas en capacité là tout de suite de vous le donner. Voilà, pour ce qui est de la SNCF. Merci beaucoup Arnaud Marcinkiewicz d'avoir été notre invité cet après-midi sur BFM TV. On évoquait bien sûr cette journée de mobilisation mardi à haut risque selon les renseignements qui craignent des incidents en marge du cortège. À Paris, les autorités dans la capitale s'attendent à la venue de 40 000 à 70 000 manifestants, dont 1 millier d'éléments radicaux. Parmi eux, la présence d'Antifa est également envisagée car nombre d'entre eux sont déjà d'ailleurs présents aujourd'hui pour rendre hommage à Clément Méric, 10 ans après sa mort, tué dans une rixe avec des skinheads. C'était donc il y a 10 ans. Dominique Marie. Il y avait sans doute plus de 1500 personnes rassemblées. C'est vrai que le cortège s'est beaucoup densifié à l'approche de la place de la République et de la place Gambetta à Paris, son point final. Dans la manifestation, beaucoup de visages jeunes, des jeunes qui ont d'ailleurs à peu près le même âge que Clément Méric au moment de sa mort, pas loin de 18 ans. Des jeunes qui n'ont pas connu, mais Clément Méric, c'est vrai qu'au fil des années est devenu une sorte de figure de proue de la lutte contre le fascisme et l'extrême droite. On se compte son nom et d'anciens camarades tout à l'heure ont apposé son visage via un immense drapeau sur la façade d'un immeuble. 10 ans après, ils veulent lui rendre hommage, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi une manifestation très politique. Écoutez. Cette mobilisation, 10 ans après, elle est aussi le témoin d'une chose, c'est que les groupuscules d'extrême droite, ils se renforcent. Et ces groupuscules d'extrême droite, ils se renforcent pas seulement de leur fait, pas seulement d'une réorganisation de leur milieu. Ils se renforcent aussi à cause de la droitisation du débat politique. Ils se renforcent aussi à cause de la fascisation de la politique du gouvernement et à cause de l'autoritarisme que déploie le gouvernement, en particulier, là, on l'a vu pendant les 3 derniers mois, sur la réforme des retraites. Cette manifestation s'est déroulée dans le calme, en plus de la gauche, des mouvements de gauche présents sur place. Il y avait le NPA notamment, les Solidaires aussi. On notait aussi la présence d'Antifa venus d'autres pays. Ne le doute qu'ils seront là aussi mardi pour la manifestation contre la réforme des retraites aux côtés de leurs camarades Antifa parisiens. Une manifestation qui s'apparente, c'est vrai, pour tout le monde, à un dernier round. À 15h38, on aimerait revenir sur l'innommable qui a été commis hier à Ajaccio, non seulement avant, mais surtout après le match de cette dernière journée de Ligue 1 de football contre l'OM. La justice a ouvert 2 enquêtes après que des supporters ajaxiais s'en sont violemment pris à Enzo, cet enfant de 8 ans atteint d'un cancer, et à son père, fan du club marseillais qui arborait le maillot, qui ont été brûlés par des supporters adverses. Un journaliste de France 3 a quant à lui été agressé, lui aussi, après la rencontre, cette fois-ci par des supporters phocéens. Retour sur ce chaos qui a entouré ce match hier soir. Antoine Forestier, Caroline Bertolino, Théo Bassilana avec Pierre-Henri Holderbaum. Kenzo a 8 ans et est atteint d'un cancer du cerveau.
Hier, il était invité à Ajaccio pour assister au match de Marseille. Comme tout bon fan de l'OM, Kenzo portait le maillot de son équipe préférée. Mais avec son père, ils ont été agressés par des supporters d'Ajaccio. Le jeune garçon a été blessé et son père a reçu 2 coups de poing. Leurs maillots ont été arrachés puis brûlés. Des actes condamnés par le club corse. Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île. Le club condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. Kenzo et son père ont été mis en sécurité dans la zone des vestiaires du stade. Seul point positif de cette triste soirée, l'enfant a pu rencontrer l'un de ses joueurs préférés, Matteo Guendouzi. Avant même le début du match, le climat était déjà tendu entre les supporters. Même ambiance à l'intérieur du stade François Coty d'Ajaccio. Dès le coup de sifflet final, les Marseillais protégés dans cette cage ont dû patienter de longues minutes avant de quitter l'enceinte, aux alentours de minuit 30, escortés par des CRS. Sur le chemin qui mène à leur hôtel, une centaine de Marseillais sans surveillance ont pris à partie des supporters ajacciens dans cette station-service non loin du stade. Un journaliste de France 3 a été menacé puis frappé au visage. Son matériel a été détérioré. Il a été transporté à l'hôpital par les pompiers. Ce matin, les supporters marseillais ont été escortés pour rejoindre leur ferry. Le bateau est parti à 10h45 en direction de Toulon. Bonjour Stéphanie Friedman, merci d'être notre invitée cet après-midi sur BFM TV. Vous êtes journaliste pour les dernières nouvelles d'Alsace et l'Alsace. Je précise aussi que vous êtes une grande supportrice de l'OM. Vous vous êtes entretenue avec la famille d'Enzo. Comment va-t-il ? Kenzo, petit c'est Kenzo. Kenzo va bien, il est extrêmement fatigué, m'a dit sa maman que j'ai eu aux alentours de 12h30. Il a eu beaucoup de sollicitations et c'est bien normal, vu l'ampleur que prend l'affaire et cette agression qui est absolument inqualifiable. Et tous les avis convergent, même si du côté d'Ajaccio et des supporters d'Ajaccio, on dit que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais encore une fois, on ne s'en prend pas à un enfant de 8 ans. Effectivement, on ne s'en prend pas à un enfant de 8 ans. Dans ce contexte-là de violence, que vous a dit la famille de Kenzo, sa mère notamment, hein, dont on a entendu tout à l'heure qu'elle avait été très choquée. C'est ça, la famille est encore sous le choc. Elle avait besoin de se reposer cet après-midi avant de repartir ce soir vers leur domicile du côté de Marseille. Je pense que voilà, il faut un peu digérer tout ça. Hier soir, la famille m'a dit qu'elle allait sans doute porter plainte pour que des faits comme ceci ne recommencent pas. Expliquez-nous pourquoi vous en êtes arrivé à entrer en contact avec la famille de Kenzo. Alors, je suis Kenzo en fait depuis l'automne dernier parce que Kenzo, Matteo Guendouzi avait offert son maillot au petit Kenzo lors d'un match de l'OM. Matteo Guendouzi est le joueur préféré de Kenzo. Et donc, une vidéo circulait beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, on s'intéressait au fait que Matteo Guendouzi ait donné le maillot. Et moi, j'ai voulu savoir qui était Kenzo. Et c'est comme ça que je suis entrée en contact avec sa maman, puis avec Kenzo. Et on a continué à échanger régulièrement depuis le mois d'octobre dernier. Et donc voilà, et en fait hier soir vers 20h20, en fait, je savais que Kenzo était au stade à Ajaccio, donc j'ai envoyé un message à sa maman pour savoir si je pouvais aller leur faire un petit coucou, un petit bonjour avant le début du match. Et c'est là qu'Amandine m'a dit écoute, on vient d'être agressé, donc ça va pas trop, je te laisse pour l'instant. Voilà. D'accord. On regrette évidemment, et surtout vous, j'imagine, en tant que supportrice, que cette rencontre sportive soit passée complètement au second rang, finalement, après ces faits de violence. On rappelle tout de même, il y a eu un score. Hein. Bon, ça, le match n'a pas été d'un grand enjeu, 1-0 pour Ajaccio, mais tout de même, ce n'est pas dommage, selon vous ? C'est tout à fait dommage. En fait, même moi, après tous ces incidents, moi et tous mes collègues qui étaient en tribune de presse, le match est vraiment passé au second plan. On s'est plus concentré sur les incidents qui ont donné une ambiance un peu particulière à cette soirée et qui étaient franchement sans aucun enjeu sportif. Donc, ces violences sont d'autant moins incompréhensibles.
Merci beaucoup, merci Stéphanie Friedman d'avoir été notre invitée cet après-midi sur BFM TV. Je précise que le petit Kenzo sera l'invité ce soir à 19h de BFM TV. Il répondra aux questions de Jean-Baptiste Boursier, donc voilà pour ce grand fan de l'OM. Cette information également concernant l'agression hier soir aussi d'une journaliste de France 3 en marge de ce match. Sachez qu'un homme a été placé en garde à vue pour violences aggravées et dégradation de biens. Donc c'est concernant cette autre affaire, cette deuxième enquête qui a été ouverte par le parquet d'Ajaccio. On en vient à présent à cette question centrale, après chaque drame comme celui survenu autour de l'affaire de Lindsay qui s'est suicidé il y a quelques jours. Pourquoi les réseaux sociaux ne suppriment-ils pas plus rapidement les menaces, les montages, les photos, les messages dégradants qui sont publiés? Nous devons nous interroger sur ce qui a dysfonctionné. L'absence de réaction rapide à la publication de certains contenus haineux de la part des réseaux sociaux en fait partie. C'est ce qu'estime Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la transition numérique. Reste que signaler, vous allez le voir, un dérapage à un réseau relève d'un véritable parcours du combattant. Kevin Ellis, Julie Rosaire et Elise Phillips. Pour signaler un message jugé haineux sur les réseaux sociaux, comme ici sur Twitter, l'utilisateur doit simplement cliquer en haut du contenu et sélectionner la raison de ce signalement. La requête est ensuite examinée par la plateforme avant une éventuelle suppression de la publication. Une décision qui peut prendre plusieurs jours, beaucoup trop long selon l'association e-Enfance, qui reçoit chaque année l'appel de 25 000 jeunes cyberharcelés. Il est extrêmement important de supprimer le plus rapidement possible les contenus haineux sur Internet. D'abord parce que pour la victime, c'est extrêmement préjudiciable. Les commentaires sont souvent envoyés en masse. Et puis parce que sur Internet, on le sait, la viralité, la vitesse de diffusion des contenus va faire que la situation peut vite dégénérer. Une fois le signalement envoyé à la plateforme, une équipe de modérateurs est chargée d'examiner le contenu en question. Une procédure encore trop opaque. On a du mal à savoir combien ils sont exactement, quelle est leur formation, comment ils sont recrutés, comment ils sont accompagnés. C'est vrai qu'on aurait peut-être besoin pour se rassurer et puis peut-être aussi pour insister davantage pour qu'il y ait davantage de moyens humains mis justement au service des utilisateurs qui remontent les signalements, que les choses soient peut-être un petit peu plus claires. Des réseaux sociaux qui souffriraient d'un manque criant de personnel alors que les plans sociaux se multiplient dans le secteur. Selon ce spécialiste, se pose aussi le problème de la responsabilité juridique. Si les plateformes ont effectivement l'obligation de retirer les contenus haineux de leur site, rien ne les contraint en revanche à le faire rapidement. Les réseaux sociaux, effectivement, coopèrent en sens qu'ils donnent la possibilité à tous les internautes de signaler un contenu qu'ils jugent offensant. Par contre, la décision de retrait ou pas d'un contenu, elle dépend de la société. Et le siège social de la société étant en dehors de la France, eh bien, effectivement, ils font parfois ce qu'ils veulent. De nombreuses plaintes ont déjà été déposées contre ces plateformes pour des faits de cyberharcèlement. Et de son côté, le gouvernement assure vouloir accentuer la pression pour qu'elles soient plus réactives. Cette question cet après-midi, c'est peut-être l'heure d'ailleurs. La sieste est-elle pour les flemmards seulement réservée? Loin de cette image, elle est ancrée dans la culture de certains pays asiatiques. Le Japon en tête, plus près de chez nous. Les Espagnols l'ont aussi adopté. Alain Ducardonnet, Margot de Frouville, c'est leur chronique santé. Prenez soin de vous. Votre programme avec Hyperbureau, fournisseur de tous vos équipements pour votre bien-être au bureau. Hyperbureau, hyper pro, hyper proche. Pour mieux protéger mes petits-enfants, je rapporte mes médicaments non utilisés en pharmacie. Votre programme avec Cyclamed. On pourrait même parler de phénomènes réparateurs pour le corps et pour la tête si on respecte certaines règles. Alors, vous connaissez bien évidemment ce phénomène. En gros, 7 heures après le réveil, donc en début d'après-midi, on a tous eu cette espèce de coup de barre, ce déclin d'attention, en partie lié d'ailleurs à la génétique, mais qui est plus ou moins accentué par les suites des repas. En effet, à ce moment-là, le sang se dirige spécifiquement vers le tube digestif et donc le cerveau est moins irrigué. Faire une sieste serait donc logique, mais toute la question, c'est combien de temps? La sieste de 5 minutes, micro-sieste adoptée par les sportifs de haut niveau, notamment pour regagner un peu d'énergie. La technique, c'est celle du crayon que vous avez en main en débutant cette micro-sieste. En vous endormant, vous le lâchez et là, vous allez vous réveiller, en principe, reposé.
Voilà, et puis la sieste classique, c'est 15-20 minutes, jamais plus d'une demi-heure. C'est celle qui va vous permettre de récupérer sans être groggy au réveil, parce que c'est ça le vrai problème. En effet, là, vous n'allez rentrer que dans les stades 1 et 2 du sommeil, donc ça reste assez léger. Vous pouvez d'ailleurs même entendre des bruits extérieurs. Et puis en plus, vous n'aurez pas d'impact sur votre sommeil nocturne. Et puis la dernière solution, c'est au-delà de 30 minutes. Là, vous oubliez, parce que vous allez rentrer dans le cycle du sommeil, dans le sommeil lent, profond. Et là, le réveil va être extrêmement difficile et vous serez tout sauf frais et dispo. D'ailleurs, les études confirment les bénéfices pour la santé de ces siestes de 20 à 30 minutes avec un effet réparateur immédiat, une amélioration de la vigilance, de la concentration, mais aussi une baisse de la tension artérielle avec moins de risques de maladies coronaires. Et il en est tout autre avec des siestes longues, au-delà de 30 minutes. Avec par exemple cette étude menée par une équipe espagnole qui vient d'être publiée dans Obesity et qui montre bien une association entre ces siestes longues, plus de 30 minutes, et un risque augmenté de 23% d'obésité. De même, l'Académie nationale de neurologie américaine, eh bien, elle a montré également l'association entre ces siestes longues, plus de 30 minutes, et le risque d'AVC. Dernier conseil, on évite le lit, plutôt dans un canapé, la tête bien calée, pas après 16 heures, et puis on peut programmer un réveil une vingtaine de minutes plus tard. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous et bonne sieste. C'était votre programme avec Hyperbureau, fournisseur de tous vos équipements pour votre bien-être au bureau. Hyperbureau, hyper pro, hyper proche. Pour mieux protéger mes petits-enfants, je rapporte mes médicaments non utilisés en pharmacie. C'était votre programme avec Cyclamed. Restez avec nous dans un instant, nous reviendrons évidemment sur ces conséquences de l'agression du jeune Kenzo, 8 ans, cet enfant atteint d'un cancer du cerveau qui a été agressé violemment hier après le match Ajaccio-OM en Corse avec son père. Il s'est exprimé longuement sur notre antenne, nous le ferons écouter tout à l'heure, c'est son témoignage ainsi que celui de sa famille. A tout de suite. Votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. La météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. La météo avec les vêtements respirants Aerisme d'Uniqlo. Aerisme, une technologie qui libère la chaleur de votre corps et vous garde au frais. Attention toujours à ces orages, parfois forts, qui peuvent se déclencher encore aujourd'hui, ce dimanche, sur toute la moitié sud. On le voit, par évolution diurne, toujours des orages très localisés qui peuvent déverser beaucoup d'eau en peu de temps, comme ça a été le cas, donc, notamment hier du côté de Lyon. Au nord, c'est toujours du plein soleil et ça va rester très ensoleillé. Quelques précipitations, alors toujours ce risque orageux dont je vous parlais, qui se met tout doucement en place au fil des heures. Demain matin, encore du soleil sur les régions du nord. Ce sera variable. Plus au sud, quelques plaques de grisaille ici ou là sur le Roussillon ou encore sur le sud-ouest. Quelques ondées possibles sur le quart sud-est jusque sur la Corse. Et dans l'après-midi, même scénario toujours. Du soleil au nord et puis par évolution diurne, c'est quelques orages. Alors quand même un cran en dessous par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours et notamment ce week-end. Il faudra surveiller peut-être un petit peu plus la situation sur la Corse. Les températures en matinée, des valeurs qui s'échelonneront demain matin de 10 jusqu'à 18 degrés, 14 à Paris, 18 à Nice, il fera 16 degrés sur le sud-ouest, à Marseille également, et puis dans le courant de l'après-midi, eh bien les températures sont stationnaires, c'est toujours très très élevé pour la saison, 29 degrés sur la façade atlantique à Toulouse, 28 à Paris, 27 à Strasbourg. C'était votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. C'était la météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. C'était la météo avec les vêtements respirants Aerisme d'Uniqlo. Aerisme, une technologie qui libère la chaleur de votre corps et vous garde au frais. Événement BFM TV. Ne manquez pas le rendez-vous annuel sur les quais bordelais à l'occasion de la fête du vin. Événement incontournable de la région. Bordeaux Fête le Vin vous invite à découvrir un programme riche en dégustations. Du 22 au 25 juin, venez fêter le vin et tentez de remporter un séjour pour deux à Bordeaux en jouant sur bfmtv.com. Tournez à droite. Tu fais quoi là? C'était par là? Non. C'est plus par là maintenant. Quand on sait qui est le moins cher,
Pourquoi aller ailleurs? Rejoignez l'itinéraire. Leclerc est moins cher qu'Auchan, Intermarché ou Aldi, par exemple. Comme à Carpentras, Arras ou Coffry. Et chez vous, vérifiez qui est le moins cher sur l'appli Mon Leclerc. Leclerc. Depuis toujours, Ford innove pour démocratiser l'automobile. Pour fêter ses 120 ans, Ford vous propose des offres anniversaires exceptionnelles, comme Puma hybride 85 à partir de 199 € par mois et qui vous accompagnera quel que soit votre terrain de jeu. Alors, lancez-vous. Portes ouvertes les 10 et 11 juin. Et si les solaires ne protégeaient pas que les yeux? Chez Écoutez Voir, les bénéfices contribuent aux services de soins et d'accompagnement mutualistes, comme les crèches, les EHPAD, les centres dentaires, les cliniques. Écoutez Voir, optique et audition, mutualistes. L'improbable voyage d'Harold Fry. Une vraie leçon d'humanité. Je veux que tu rentres à la maison. Qui frappe en plein cœur. Jim Broadbent. J'ai passé ma vie entière à ne rien faire. Et là, j'agis. Tu comprends? L'improbable voyage d'Harold Fry. Actuellement au cinéma. Nouvelle 500. Abarth et électrique. Abarth se révolte en électrique. Ne restez pas à contre-courant. Et révoltez-vous en essayant nouvelle Abarth 500e. Combien de fois avez-vous dû débrancher et rebrancher votre box? Et après ça, votre assurance ne serait accessible que par Internet? À la Matmut, vous pouvez nous contacter sur matmut.fr, par téléphone et surtout rencontrer votre conseiller dans nos 480 agences partout en France. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comegem.fr. comegem.fr. C'est important, .fr. Allez, viens! Tout à l'heure. Mais c'est qu'elle s'éclate, les mamans. C'est laquelle, la tienne? C'est celle-là, là. Ah non? La Volkswagen, elle est super, elle comprend tout, elle lit les panneaux. Elle se garde toute seule aussi. Bonjour madame. C'est si facile d'être fier d'une Volkswagen. Je connais pas. Pendant les journées portes ouvertes du 9 au 12 juin, jusqu'à 3 500 € d'avantages clients sur une large sélection de Polo. Disponible immédiatement. Volkswagen. Oh, j'adore chez vous. Merci. Et la cuisine, c'est qui? C'est Darty. Darty. Four Electrolux, ça, ouais. C'est qui, en fait, cette cuisine? Darty. On a dû faire 4 fois le tour du lac. Hein. Ouais. Et ta cuisine? C'est qui? Ah non, 5 fois. On est arrivé, on a pris les canettes. C'est la recette de maman. Ça fonctionne toujours. Bon, les amis, sérieusement, votre cuisine, c'est qui? Darty. Mais vous arrêtez? Eh oui, Darty fait aussi des cuisines. Avec un choix incomparable de cuisine et d'électroménager. Et en plus, la pause de votre cuisine est offerte. Petit à petit, les algorithmes nous enferment dans une bulle. Il est temps de s'ouvrir à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter à... Avec la première billetterie de France, libérons la culture. Fnac. Vous êtes qui, vous? Martha, t'avais mal, je t'ai soignée. Vous êtes rebouteuse? Je préfère guérisseuse. J'ai pris ton mal, et il y en a des mâles là-dedans. Des mots. Un mal, des mots. Un bocal, des bocaux. Tiens, la première escalope. J'avais 10 ans. Avant de m'entraîner sur les humains, j'en ai eu des cobayes. Des cobos. On ne choisit pas ses voisins. Mais on peut trouver sa maison idéale sur Se Loger. Achetez, louez, vendez sur le site immobilier préféré des Français. Ah, C'est Loger, vous avez les clés. Quando
voci a più lucidi, Broadway, dolce strada. En 2023, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 des 99 € par mois. Dernièrement, vous êtes parti en Croatie avec vos copines. Ça bouge bien, la Croatie. C'est idéal pour enterrer votre vie de jeune fille. Pas votre vie de maman. La France, l'Europe, le bassin méditerranéen des 34 €. Transavia, les destinations qui vous sont chères, moins chères. Quasiment 16h sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'indignation après l'agression d'un enfant de 8 ans atteint d'un cancer, violemment agressé par des supporters d'Ajaccio parce que lui portait un maillot de l'OM. Le rêve s'est transformé en cauchemar pour lui dans ce stade. Il témoigne sur BFM TV, encore choqué alors qu'une enquête a été ouverte. Jusqu'à 600 000 manifestants sont attendus dans les rues de France mardi et 11 000 policiers et gendarmes mobilisés. La 14e journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites prévue mardi interviendra après la publication ce matin de 2 décrets d'application de ce texte controversé. La leader de la CGT, Sophie Binet, appelle à une forte mobilisation contre la réforme passée selon elle de force. Un vaccin inédit pour prévenir les rechutes de cancer, un traitement français présenté ce week-end et un espoir pour des millions de patients dans le monde. Le point sur cette avancée majeure en fin de journal. En France, près de 400 000 tumeurs sont diagnostiquées chaque année. Il s'appelle Kenzo, il a 8 ans, supporter de l'OM et il se faisait une joie de pouvoir venir voir ses idoles. Cet enfant atteint d'un cancer, invité en loge avec ses parents hier soir, a été agressé par des supporters d'Ajaccio qui ont même fini par brûler devant lui son maillot marseillais. Il a été pris en charge aux urgences en état de choc et Yves Breteau l'a rencontré avec sa famille. On est arrivé au stade. Et on est monté en loge Air Corsica, comme c'était prévu. Et du coup, arrivé en loge, Kenzo a dit c'est bon, on peut mettre notre maillot. Donc on a sorti les maillots pour mettre notre maillot. Et en contrebas, il y avait un groupe qui montait de jeunes. Et ils ont aperçu qu'on était en train de mettre notre maillot. Alors en fait, moi, je descendais dans l'escalier pour aller donner les papiers de la loge à la dame. Et du coup, j'entends qu'il parle fils de pute. J'entends qu'il parle d'eux, quoi. Et je vois le monsieur qui commence à pousser moi et la dame pour essayer de passer. La dame qui dit non, vous pouvez pas passer, c'est les loges et tout. Et il dit on va le niquer ce fils de pute. Enfin, il continuait. Et je lui dis mais vous savez de qui vous parlez là? Vous parlez de mon fils et tout. C'est un enfant malade, il a le cancer, vous pouvez pas faire ça et tout. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a poussé sur le côté. Et ils sont tous montés. J'ai essayé d'en retenir quelques-uns par derrière, mais... T'en as eu un? Ouais, un que j'ai réussi un peu à tirer, mais je pouvais rien faire. Je criais comme une folle, le monsieur en bas, et après coup, il m'a dit « Pétard, vous avez crié tellement fort que tout le stade vous a entendu. » Je leur ai fait tout le listing pour essayer un peu de les culpabiliser d'aller faire du mal à un enfant malade, quoi. J'ai dit « Il est là pour réaliser son rêve, il est pas là pour vous narguer ni quoi que ce soit, c'était son rêve. Il est supporter de l'OM, son rêve c'était de faire le déplacement avec eux. » Et juste au moment où papa portait Kenzo pour lui montrer justement que les joueurs de l'OM rentraient sur le terrain, ils ont vu Kenzo, ils l'ont montré. Et ils me sont montés tout là-haut, où est-ce qu'on était. Et le maillot, ils l'ont pris, ils nous les ont brûlés. Et au passage, ils ont poussé Kenzo qui a tapé la tête sur la barre du siège et ont mis 2 coups de poing dans le visage à papa. Moi, c'était pas grave, mais surtout, j'ai eu très peur pour mes enfants. Oui, franchement, c'est Kenzo et Julian. Franchement, quand je les ai vus rentrer dans la pièce, je suis resté surpris. Je m'attendais pas du tout. J'ai envoyé un petit, j'allais pour le deuxième. Vraiment, j'ai eu très peur pour leur sécurité. Ouais, effectivement, j'ai eu vraiment peur pour... C'est des jeunes, non, même pas cagoulés, même pas de casquette, même pas de masque, même pas de cap... Rien du tout. C'est des jeunes comme si vraiment ils rentraient dans un magasin. J'ai jamais vu ça, pour être honnête. 15 personnes, ils ont débarqué dans la pièce et j'ai rien eu le temps de comprendre.
J'ai pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit, pas du tout. J'ai compris que si je lui donnais pas moi mon maillot, franchement, je risquais mes enfants et moi d'avoir des conséquences beaucoup plus graves quand même. Quand je les ai vus monter, il y en a quelques-uns qui se sont arrêtés et qui les insultaient, mais ils montaient pas. Mais il y a un groupe de 15 personnes qui sont quand même montées, voire peut-être même plus, et qui sont montées et qui sont débarqués dans la loge, quoi. C'est fou. Ouais, je suis dégoûté du comportement qu'ils ont eu envers lui. Après, il y a quand même, je veux bien qu'il y ait une rivalité, on supporte une équipe, il n'y a pas de problème, mais quand même, il y a du dégoût, vraiment, pas de haine ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je suis dégoûté parce que c'est qu'une minorité de personnes qui ont fait des bêtises. Et puis il y a plein de personnes qui sont comme moi sur Marseille et qui commencent à être en colère envers toute la communauté corse, alors que c'est seulement quelques individus qui ont fait les imbéciles à cette soirée. C'est ça qui me déçoit. Alors c'est une ville magnifique et de se retrouver avec des personnes comme ça, je trouve que ça gâche le paysage. C'est pour le foot, pour le pays, pour le club, pour tout, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Un comportement comme ça au foot, ça ne devrait pas exister, c'est pas possible. Antoine Forestier, on vous retrouve, vous êtes à Ajaccio pour BFM TV. Racontez-nous ce qu'il s'est exactement passé hier soir avec ce jeune Kenzo. On va déjà vous donner des éléments de contexte. Kenzo, c'est un enfant de 8 ans, supporter de l'Olympique de Marseille, atteint d'un cancer du cerveau. Il était déjà venu en Corse il y a un mois avec d'autres enfants malades. Et lorsque ceux qui ont organisé tout cela ont appris qu'il était supporter de l'Olympique de Marseille, eh bien, ils ont voulu lui faire une surprise et lui organiser de nouveau un voyage en Corse pour assister à ce match Ajaccio-OM. Il est donc arrivé en avion hier. À son arrivée au stade, il était habillé normalement, entre guillemets, et sa maman s'est dit qu'une fois qu'il était dans cette tribune, dans cette loge, c'est-à-dire un petit peu à l'écart des autres supporters, elle l'a autorisé à mettre son maillot. Son papa l'a porté à un moment de l'entrée des joueurs et donc d'autres supporters l'ont aperçu avec ce maillot de l'Olympique de Marseille. Son père également portait un maillot et c'est là que certains individus se sont introduits dans cette loge, leur ont demandé de retirer les maillots. Ils lui ont retiré le maillot de force. Le petit garçon a été bousculé, le père a été frappé de plusieurs coups de poing. Cela, ça a été reconnu par un des présidents du groupe de supporters de l'AC Ajaccio. Et puis, bien, une fois que la sécurité du stade s'est aperçu de ce qui est en train de se passer, eh bien, des agents de sécurité sont intervenus pour séparer ces supporters et les faire quitter cette loge. Les pompiers également ont pris en charge le petit et son papa. Et puis une fois qu'on s'est aperçu qu'ils allaient bien, eh bien, les membres de l'AC Ajaccio ont voulu inviter Kenzo et ses parents dans les vestiaires du stade. Il a pu alors rencontrer ses idoles et notamment Matteo Guendouzi, son joueur préféré de l'Olympique de Marseille avec lequel il a pu prendre une photo. Cette affaire, elle est prise très au sérieux par le club qui tente de retrouver les auteurs de cette agression. Le club qui, dans un communiqué, dit même les plus extrêmes bêtises ne saurait excuser ses comportements. Il compte déposer plainte et d'ailleurs le parquet ici a annoncé qu'une enquête était ouverte pour violence en réunion. Et puis, ne manquez pas ce rendez-vous sur BFM TV ce soir. Jean-Baptiste Boursier aura comme invité le petit Kenzo et sa famille qui s'exprimeront sur cette violente agression subie donc, par l'enfant et par leur famille hier soir à Ajaccio. Rendez-vous donc à 19h en direct sur BFM TV. Sachant qu'une journaliste de France 3 a également été agressée hier soir en marge du match et qu'un homme d'une trentaine d'années a été placé en garde à vue cette nuit vers 1h du matin. Garde à vue pour violences aggravées et dégradation de biens. C'est ce qu'on a appris de sources judiciaires. On en vient à cette journée à haut risque, mardi, pour la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les services de renseignement attendent jusqu'à 600 000 personnes dans les rues, dont 1 millier d'éléments à risque rien que dans la capitale. Le ministre de l'Intérieur parle d'éléments d'ultra-gauche venus de l'étranger. Jules Boiteau, Camille Martin, Kevin Eliès. Dans ce magasin de vélo boulevard Montparnasse à Paris, il y a quelques jours, la police est passée pour conseiller de fermer l'établissement mardi prochain. Une habitude désormais pour le patron, les jours de manifestation. Lorsque j'entends les tambours ou des pétards arriver, je ferme la grille et je éteins les lumières et puis je me mets juste sur la partie atelier pour m'isoler et pour éviter d'être vu effectivement des manifestants. Pour la 14e journée de contestation, le parcours est considéré comme très compliqué selon la police. Entre Invalides et Place d'Italie, le cortège défilera à proximité de plusieurs symboles du pouvoir comme l'Assemblée nationale ou devant le restaurant La Rotonde, un établissement régulièrement pris pour cible depuis qu'Emmanuel Macron y a fêté son accession au second tour de la présidentielle en 2017. En face, cet autre restaurant en subit également les conséquences.
Chaque fois qu'il y a une manif, c'est sûr que les clients à manger au resto ne viennent pas. On se voit voir tout le temps que la chiffre d'affaires il baisse. Autre inquiétude pour les autorités, le symbole qui entoure cette manifestation. Ce dimanche, cela fait 10 ans que Clément Méric a été tué dans une rixe entre Antifa et Skinhead. Des commémorations ont été organisées aujourd'hui dans la capitale en présence de nombreux membres de l'ultra-gauche venus de l'étranger. Des militants qui pourraient rester jusqu'à mardi. 1000 éléments radicaux sont attendus selon la préfecture de police. Malgré le nombre important des forces de police, ces individus sont quand même difficiles à canaliser vu leur violence, vu leur extrémisme. Des éléments perturbateurs qui ne pourront pas être gérés par les services de sécurité des syndicats chargés d'encadrer le cortège en parallèle des forces de l'ordre. On essaye avec nos services de sécurité d'éviter au maximum l'infiltration de mouvements violents, mais le problème c'est qu'on ne le maîtrise pas parce que ces mouvements violents sont rarement dans le cortège, ils sont plutôt quelques dizaines de mètres en amont du cortège. Et donc là, nos propres services de sécurité ne peuvent pas gérer ça. Entre 40 000 et 70 000 personnes sont attendues à Paris selon les autorités. Et les services de renseignement anticipent la participation à la journée nationale d'action ce mardi de membres d'ultra-gauche venus de l'étranger. Alexis Cuvillier, on le voit avec ce tweet de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui annonce avoir pris des interdictions administratives notamment. Oui, dans un contexte très particulier, celui de cette nouvelle journée de mobilisation qui interviendra donc quelques jours après la publication au journal officiel des décrets, de 2 décrets d'application de la réforme, publication qui fait bondir les oppositions, notamment syndicales. De quoi parlons-nous? Il s'agit des 2 premiers décrets d'application de la réforme. 29 autres doivent suivre d'ici le 1er septembre. Il y a donc le décret avec la mesure la plus controversée, le passage progressif au départ à 64 ans. L'autre décret porte, lui, sur les conditions des départs anticipés dans les situations de carrière longue, un point au cœur du débat sur la réforme au début de l'année, vous vous en souvenez, et également pour les conditions des départs anticipés pour les personnes qui sont dans des situations de handicap. La publication de ces décrets dans ce calendrier très particulier est tout ce qu'il y a de plus normal, assure-t-on du côté de l'entourage d'Olivier Dussopt. Elle intervient après saisie des organismes des retraites, des partenaires sociaux, du Conseil d'État et après la signature des ministres concernés. Le moment d'arriver dans les pages du journal officiel n'est pas contrôlé selon ces mêmes sources, même s'il faut tout de même remarquer que cette publication s'est accompagnée d'une communication officielle du ministère du Travail à l'aube ce dimanche, une façon pour le gouvernement de montrer sa détermination à tenir le calendrier malgré la poursuite de la contestation dans la rue, on l'évoquait, ainsi qu'à l'Assemblée. Un scandale, une réforme à marche forcée, c'est ce que dénonce Sophie Binet, la patronne de la CGT, sur notre antenne. Nous sommes en train de regarder tous les leviers juridiques qui existent. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il reste 29 décrets, puisqu'il y a besoin en tout de 31 décrets pour que cette réforme s'applique. C'est totalement irresponsable de prétendre l'appliquer au 1er septembre, puisqu'il y a encore 29 décrets qui ne sont pas parus. Et donc, les agents dans les caisses ne peuvent pas préparer les choses. Et les assurés n'ont aucune visibilité pour leurs droits, leur future retraite. Donc, c'est scandaleux de vouloir appliquer cette réforme à marche forcée. Donc, vous allez regarder dans le détail et pourquoi pas attaquer ces décrets? Bien sûr, nous regarderons les 31 décrets et dès qu'il y a une faille juridique qu'on identifiera, oui, on les attaquera. Et Alexis, donc on revient sur cette journée, sur son organisation, sur ce dispositif donc, qui a été précisé, on le disait tout à l'heure, par le ministre de l'Intérieur. Oui, le ministre de l'Intérieur qui annonce donc 11 000 policiers et gendarmes déployés, dont 4 000 à Paris. Cette annonce du ministre de l'Intérieur à la mi-journée sur son compte Twitter, avec également cette autre précision, le fait que les services de renseignement anticipe la venue de membres de l'ultra-gauche, notamment de l'étranger, peut-être en lien avec la commémoration de la mort de Clément Méric, ce militant antifasciste dont des manifestants ont commémoré aujourd'hui le 10e anniversaire de cette disparition. 17 interdictions administratives qui ont été prononcées, 17 interdictions administratives du territoire français pour des militants de l'ultra-gauche venus de l'étranger. Cette mobilisation, il faut le dire aussi, ce n'est pas un hasard, elle interviendra 2 jours avant l'examen dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale d'une proposition de loi déposée par l'opposition pour abroger la réforme des retraites, texte qui a été retoqué en commission et dont l'issue ne fait pas beaucoup de doute.
sauf coup de théâtre. En effet, la présidente de l'Assemblée nationale devrait empêcher le retour de cette proposition dans l'hémicycle jeudi au nom de cet article 40 dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, cet article 40 de la Constitution, une arme parlementaire qui permet de retoquer toute mesure qui crée un déséquilibre dans les finances publiques. Auquel cas, malgré les tentatives de l'opposition de remettre l'abrogation de la réforme au cœur du débat de jeudi, eh bien, l'éventuel retrait de cette mesure d'âge ne fera pas l'objet d'un vote. Sophie Binet, tout à l'heure, ici même, en a appelé solennellement à Yaël Braun-Pivet pour laisser les députés voter sur ce texte. Elle raconte lui avoir demandé un rendez-vous rapide, sans succès. L'entourage de Madame Braun-Pivet parle d'une demande qui n'avait pas été liée à un calendrier particulier et qui fera l'objet d'une réponse très bientôt. Chez nos confrères d'Europe 1, le patron de la France Insoumise, Manuel Bompard, veut une augmentation du niveau de pression populaire en parlant de la manifestation de mardi pour espérer faire bouger les lignes, quand Marine Le Pen juge sur France 3 qu'il y a, je cite, un problème. Tout est fait par le gouvernement pour que l'Assemblée nationale ne puisse pas se prononcer. Il y a une majorité pour s'opposer à cette réforme à l'Assemblée nationale. Or, nous n'arrivons pas à voter. Est-ce qu'elle existe bel et bien, cette majorité à l'Assemblée? Au fond, c'est l'éternelle question depuis des mois. Et c'est toujours du côté de LR qu'il faut chercher une réponse. Or, dans les rangs de la droite, un certain nombre de députés qui s'étaient opposés au texte initial ont fait savoir qu'ils ne soutiendraient pas l'abrogation, reprochant au groupe Lyot un coup de com' sans conséquence sur le fond de la réforme. Merci beaucoup Alexis Cuvillier pour toutes ces précisions. 16h15, on en vient à présent dans le domaine de la médecine à cet espoir immense suscité dans la lutte contre les cancers. Un vaccin pourrait bien être trouvé pour éviter les rechutes. C'est ce que vont en tout cas présenter des chercheurs français dans un grand congrès de cancérologie aux États-Unis, à Chicago. Un traitement pour permettre aux patients d'être débarrassés de leur maladie une fois guéris. Plus de 380 000 tumeurs sont diagnostiquées chaque année en France. Théo Bassilana, Dominique Marie. Un vaccin anti-cancer, une innovation française. Le laboratoire Transgène vient de mettre au point ce sérum qui empêcherait la récidive des cancers ORL. Les patients reçoivent sous forme sous-cutanée 20 injections de ce vaccin. Et donc, ça va éduquer le système immunitaire de leur patient pour éventuellement repérer des cellules tumorales qui sont encore présentes dans le corps du patient. Ce traitement est une première mondiale, mais ce qui le rend encore plus unique, c'est son contenu. Chaque vaccin sera adapté à chaque patient. Lors de l'opération, un bout de la tumeur est prélevé, puis identifié pour sélectionner les mutations les plus à risque. Donc il faut trouver cette aiguille dans cette meule de foin, les 30 meilleures mutations parmi les 3000. Et ça se fait avec une intelligence artificielle qui a appris sur beaucoup de patients préexistants et puis qui apprend sur chaque nouveau patient qu'on traite à détecter des meilleures mutations pour faire un vaccin vraiment efficace qui va entraîner le système immunitaire sur des points pertinents à reconnaître et à attaquer le cancer. Les essais ont passé la première phase et ils sont prometteurs. Sur les 16 patients traités, aucun n'a rechuté plus de 10 mois après l'injection. Et parmi les 16 patients non traités qui n'ont pas bénéficié de notre vaccin, 2 ont eu une rechute. Donc on voit déjà une évolution différente et un bénéfice, un début de bénéfice pour les patients. C'est des données très, très encourageantes. La phase 2 des essais va bientôt être lancée. Et le laboratoire travaille aussi sur un autre vaccin qui traiterait les rechutes du cancer de l'ovaire. Alors comment fonctionne ce vaccin? On a posé la question au docteur Avi Assouline, cancérologue. Alors en fait, il s'agit plus précisément d'une immunothérapie avec une autre approche qui est très personnalisée, avec en fait, si vous voulez, chaque vaccin est conçu individuellement à partir du séquençage individuel des tumeurs des patients qui étaient dans le cadre de cet essai. Et en leur réinjectant, en fait, on essaie de stimuler leur système immunitaire pour qu'ils puissent lutter contre les cellules cancéreuses. Son efficacité a déjà été prouvée? Alors, non, là, on est dans ce qu'on appelle un essai de phase 1, donc c'est au tout début de la recherche clinique. Et les résultats présentés à l'ASCO, donc le congrès américain dont vous avez parlé, sont des résultats prometteurs pour l'instant. Des résultats prometteurs, on n'est qu'en phase de test, vous le dites. On peut espérer une accessibilité à ce remède à partir de quand? Alors, vous savez, dans la recherche, il y a plusieurs phases d'essais cliniques. Là, comme je l'ai dit, on était dans le cadre d'un essai de phase 1. Et si vous voulez, il y a des phases 1, 2, 3.
Et il faudra, je pense, encore quelques années pour que le traitement soit accessible aux patients que l'on traite au quotidien. C'est un traitement qui a quand même des limites. Alors, il y a des limites. Les essais cliniques sont là pour le démontrer, sont là pour montrer aussi la sécurité, la faisabilité, s'il y a des effets secondaires. Donc, encore une fois, tout ça est très précoce. Mais en tout cas, c'est déjà porteur d'espoir pour nos patients. Porteur d'espoir, est-ce qu'on peut parler carrément d'une révolution dans la médecine et dans la cancérologie ? Alors, quelque part, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une autre approche qui n'avait pas encore été essayée. Là, on parle de cancer ORL, mais il faut savoir que ça a été aussi testé dans le cadre d'essais cliniques aussi très précoces. Dans le cancer du pancréas, il y a une étude toute récente qui a été publiée il y a 3 semaines tout juste. Donc oui, on peut parler de révolution. Et est-ce qu'on peut parler d'un vaccin qui pourrait être accessible au plus grand nombre, à tous ceux qui en ont besoin? En tout cas, je pense bien sûr à son coût. Alors là aussi, je pense qu'il est trop tôt pour en parler, puisqu'effectivement la question du coût est plus la question des industriels. Et il faudra déjà, encore une fois, montrer que ce vaccin est efficace, qu'il peut être utilisé en toute sécurité chez des patients avec peu d'effets secondaires. Et là, encore une fois, nous en sommes qu'aux prémices des essais cliniques. Et il faudra encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense, quelques années avant qu'on puisse répondre à toutes ces questions. Restez avec nous dans un instant dans notre journal de 16h30. Nous reviendrons sur cette manifestation, cette mobilisation contre la réforme des retraites qui se prépare pour mardi. 600 000 manifestants attendus un peu partout en France, 11 000 membres des forces de l'ordre déployés, dont 4 000 à Paris. On vous parle de l'enjeu de cette 14e journée intersyndicale de mobilisation, alors que 2 décrets d'application de la loi sur la réforme des retraites ont été publiés ce matin. À tout de suite. Événement BFM TV et vous. BFM TV fait son tour de France et part à votre rencontre. Toute l'année, les journalistes de BFM TV s'invitent chez vous pour répondre à toutes vos questions. Rendez-vous à la Chambre d'industrie et de commerce de Nice, vendredi 16 juin à 14h. Venez échanger avec Alain Marchal et Laurie Canac sur les coulisses de leur métier. Contactez-nous par mail sur communication@bfmtv.fr. One Million. Les 10 millions. Découvrez One Million Royal. Et les 10 millions Royal. Parfum de Paco Rabanne. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donner un sens à mes pourquoi. Chaque premier pas compte. Passez à l'hybride Toyota. Avec Bip & Go, ne vous arrêtez plus au péage. En ce moment, profitez de 15 mois offerts. Rendez-vous sur bipandgo.com. Vous en connaissez combien des entreprises qui savent faire les choses exactement comme la paire les fait? Non mais sérieusement, vous en connaissez combien? La paire, il n'y en a pas 2. Alors maman, ça fait 1 mois que t'as commencé Comme J'aime, ça donne quoi? Ah bah je suis super contente, j'ai perdu 4 kilos et une taille de vêtements. Je suis passée du 46 au 44. Regarde, je voudrais mettre un 40 dans 2 mois. Je suis fier de toi, je suis certain que tu vas y arriver. Ça va le faire, c'est super facile. Si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. Merci Robin de m'avoir motivée. Alors si vous aussi voulez faire comme Viviane, rendez-vous sur le site commej'aime.fr. Commej'aime.fr pour faire votre devis. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Tous les outils pour entretenir facilement votre jardin. Gamma batterie par Stihl. Chez les revendeurs Stihl agréés et désormais sur Stihl.fr. Et voilà, juste là la salle à manger, le salon. Pour Internet, le code juste ici. Bien sûr, la vue, les vacances de rêve. Dernière chose, pour les courses, je vous conseille... Pour les courses, c'est bon. On sait où c'est. Non mais vous avez un centre commercial qui est... C'est bon, je te dis. Tu laisses tomber. On sait où aller.
Quand on sait qui est le moins cher, pourquoi aller ailleurs? Leclerc est moins cher que Magasin U, Carrefour ou Lidl, par exemple. Comme à Rochefort, Guingamp ou Brive-la-Gaillarde. Et chez vous, vérifiez qui est le moins cher sur l'appli Mon Leclerc. Leclerc. Nous avons toujours eu envie de vous faire progresser. Appuyez sur un simple bouton et bénéficiez du meilleur de la technologie, sans compromis sur l'espace. Nous sommes là pour vous emmener plus loin. Let Hyundai Power Your World. Venez essayer Tucson hybride ou hybride rechargeable. Hyundai Tucson, à partir de 300 € par mois. Comment je peux savoir si ma copine a aussi envie de faire l'amour? Parce que je veux être sûr, moi. Tout le monde se pose des questions sur la sexualité. Et tout le monde peut trouver des réponses sur questionsexualité.fr. Mais ça serait parfait, ça, pour Apollo et Nala. Ils joueraient tout le temps ensemble, ils deviendraient inséparables, et j'aurais droit à ma pause câlin, obligé. Jardiland, cultivez votre bien-être. La laisse-main libre Pure Family est à 19,90 €. Rêver à nouveau, c'est tout un apprentissage. Apprentis d'Auteuil aide chaque année près de 40 000 jeunes en difficulté à bâtir leur avenir. Tu veux un petit café? Ah ouais. Canapé Selva. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut mettre dans un aussi grand coffre. Retrouvez-le sur conforama.fr. Ma machine dose elle-même. Moins d'eau, ça on aime. Découvrez nos appareils électroménagers Bosch disponibles chez Darty. Vivez plus responsable. Like a Bosch. Et si nos histoires de veines s'écrivaient avec Daflon? Daflon 500 mg, efficacité cliniquement démontrée dans les troubles de la circulation veineuse. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Depuis toujours, Ford innove pour démocratiser l'automobile. Pour fêter ses 120 ans, Ford vous propose des offres anniversaires exceptionnelles, comme Puma hybride 85 à partir de 199 € par mois et qui vous accompagnera quel que soit votre terrain de jeu. Alors, lancez-vous. Portes ouvertes les 10 et 11 juin. C'est moi les loups. Salut, moi c'est Camille, designer chez Carrefour. On a créé Les Incroyables, une gamme de produits innovants et on va vous parler des jouets géants. L'idée, c'était de faire rêver les enfants et de développer leur créativité. C'est facile à monter, fabriqué en France et en carton recyclé. Retrouvez nos différents modèles dans vos hypermarchés Carrefour pour seulement 10 € le jouet. Les Incroyables, c'est inspiré par vous et créé par nous. Votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock. Pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. La météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. La météo avec les vêtements respirants Aerisme d'Uniqlo. Aerisme, une technologie qui libère la chaleur de votre corps et vous garde au frais. Attention toujours à ces orages, parfois forts, qui peuvent se déclencher encore aujourd'hui, ce dimanche, sur toute la moitié sud. On le voit, par évolution diurne, toujours des orages très localisés qui peuvent déverser beaucoup d'eau en peu de temps, comme ça a été le cas donc notamment hier du côté de Lyon. Au nord, c'est toujours du plein soleil et ça va rester très ensoleillé. Quelques précipitations, alors toujours ce risque orageux dont je vous parlais, qui se met tout doucement en place au fil des heures. Demain matin,
encore du soleil sur les régions du nord. Ce sera variable, plus au sud, quelques plaques de grisaille ici ou là sur le Roussillon ou encore sur le sud-ouest. Quelques ondées possibles sur le quart sud-est jusque sur la Corse. Et dans l'après-midi, même scénario toujours. Du soleil au nord et puis par évolution diurne, c'est quelques orages. Alors quand même un cran en dessous par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours et notamment ce week-end. Il faudra surveiller peut-être un petit peu plus la situation sur la Corse. Les températures en matinée, des valeurs qui s'échelonneront demain matin de 10 jusqu'à 18 degrés, 14 à Paris, 18 à Nice. Il fera 16 degrés sur le sud-ouest, à Marseille également. Et puis dans le courant de l'après-midi, eh bien, les températures sont stationnaires. C'est toujours très très élevé pour la saison. 29 degrés sur la façade atlantique à Toulouse, 28 à Paris, 27 à Strasbourg. C'était votre météo avec l'arroseur Aquasafe Pro d'Ozlock. Pour un arrosage précis et responsable. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. C'était la météo avec la clinique du tapis. Redonnez vie à vos tapis anciens grâce à nos procédés uniques de nettoyage et restauration premium. Lacliniquedutapis.fr. C'était la météo avec les vêtements respirants Aerisme d'Uniqlo. Aerisme, une technologie qui libère la chaleur de votre corps et vous garde au frais. Bientôt 16h30 sur BFM TV à la une de l'après-midi info. 2 décrets d'application de la réforme des retraites publiés ce matin. À peine 2 jours avant cette 14e journée de mobilisation intersyndicale prévue mardi dans toute la France et à laquelle pourraient participer jusqu'à 600 000 personnes. 11 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés, dont 4 000 à Paris. Mobilisation à 2 jours de l'examen. Ce sera donc jeudi à l'Assemblée d'une proposition de loi de l'opposition pour abroger la réforme des retraites. On en parle dans ce journal. Une agression gratuite et scandaleuse, c'est ce que dénonce le maire d'Ajaccio après l'agression hier au stade d'un enfant de 8 ans atteint d'un cancer et honteusement violenté. Pour reprendre les mots du club corse, le jeune supporter venait vivre son rêve de voir jouer son équipe de l'OM. Une enquête a été ouverte, tout comme cette enquête sur l'agression d'un journaliste de France 3 hier soir. Comment lutter efficacement contre le harcèlement? La question se pose de nouveau après le suicide de l'INSEE et au regard des messages de haine qui ont été publiés avant, mais même après le drame. Il semble que signaler un dérapage à un réseau relève du parcours du combattant. Nous devons nous interroger sur ce qui a dysfonctionné, juge le gouvernement. Mais tout d'abord, nous voulions vous montrer ces images d'intempéries dans le sud de la France. On en parle depuis hier. Le temps qui est vraiment au mauvais fixe dans la grande moitié sud, alors que la vigilance n'était placée qu'au niveau jaune, le plus bas par Météo France. Vous allez voir, il y a eu cette pluie de grêle qui s'est abattue à Châteauneuf-du-Pape. On se situe dans le Vaucluse. Voilà ces images, des images témoins qui nous ont été communiquées par Laetitia. Bonjour. On revoit ces images donc, dans votre jardin, littéralement recouvert de grêlons et on voit bonjour. Ces quantités d'eau qui ont dévalé dans votre jardin. Expliquez-nous pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. À quelle heure est survenue cette pluie de grêle et combien de temps elle a duré? Elle a commencé il y a à peu près 3/4 d'heure et ça a duré 1/2 heure. C'est assez... Ça a été assez violent, c'est pour ça que vous avez pensé à filmer aussi. C'est ça, c'était assez violent, c'était assez impressionnant parce qu'il y avait vraiment beaucoup de grêle d'un seul coup et ça s'est accumulé, vous pouvez le voir sur la vidéo au niveau des escaliers. C'était assez impressionnant de voir autant de grêle d'un coup. Est-ce que vous avez déjà pu observer des dégâts dus à ces grêlons qui sont tombés ? Non, pour le moment, on n'a pas eu de dégâts autour de nous, mais c'est vrai que comme on est au milieu de Châteauneuf-du-Pape avec des vignes, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts pour les vignerons. Mais c'était quoi ce matin encore, il faisait quel temps? Très beau, on a eu très beau toute la journée et c'est vrai qu'en fin de journée, on a commencé à avoir un peu les orages sont arrivés, il y a eu beaucoup de pluie et d'un coup la grêle. Est-ce que vous avez souvenir d'un épisode un peu surprenant de la même manière, survenu récemment ou ces dernières années? Oui, il y a quelques jours, on a eu beaucoup de pluie aussi, pareil, de gros orages, mais pas autant de grêle. Et jamais d'alerte auparavant, vous avez toujours été surprise, parce que là, on le rappelait, vous étiez dans le Vaucluse en vigilance jaune, c'est-à-dire le niveau le plus bas, donc il n'y avait rien qui vous permettait de prévoir ces intempéries. Tout à fait, non, on n'était pas plus prévenus que ça. Bon, après, moi, j'ai pas de dégâts au niveau de la maison, mais c'est vrai que à voir autour, qu'est-ce que ça a pu donner au niveau des habitants et des vignes, quoi. Oui, des vignes aussi, bien sûr. On est à Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse, il y a beaucoup de vignobles. On imagine bien sûr les dégâts que ça peut engendrer. Tout à fait.
Est-ce que vous pensez que ces orages vont durer? Il y a beaucoup d'alertes quand même ce soir. Il y a pas mal de cellules orageuses qui sont en train d'être recensées. Comment est revenu le ciel alors on se parle? C'est encore gris, il y a encore un petit peu de pluie, mais bon, il n'y a plus les intempéries qu'il y avait tout à l'heure. C'est juste de la pluie là. Merci beaucoup Laetitia de nous avoir apporté votre témoignage aujourd'hui et d'avoir partagé avec nous ces images très parlantes de ce qui s'est passé donc à Châteauneuf-du-Pape. Il y a, vous le disiez, à peu près 3 quarts d'heure maintenant, cette forte pluie. On voit ces quantités d'eau, ces trompes d'eau et puis aussi ces grêlons. On en parle avec vous, Patrick Marlière, météorologue et directeur d'Agathe Météo. Ces images font également penser à d'autres images qu'on a vues hier à Lyon, avec également là une vigilance orange. On n'était pas du tout... on n'imaginait pas de telles quantités de pluie. Il est tombé en à peine 2 heures, l'équivalent d'1 mois de pluie. Qu'est-ce qui se passe exactement là, dans le sud? Est-ce qu'il y a des gros orages qui se préparent? Il y en a effectivement, il y a ceux qui ont balayé la région de Châteauneuf-du-Pape, qui ont circulé entre Orange et Avignon à partir de 15h, 15h30. Actuellement, ils sont encore très présents et ils arrivent sur le nord du Gard et donc ils seront encore très localement assez forts, puisqu'on voit ces cellules assez importantes dans le sud qui se manifestent encore au moins jusqu'en fin d'après-midi et en soirée. Il y en a d'autres dans l'extrême sud-est, puis un peu partout en France. Quand je balaye la carte justement des orages, il y en a aussi sur l'Aquitaine, il y en a aussi sur la Dordogne actuellement. Donc quasiment toute la moitié sud du pays reste sous l'influence que l'on connaît maintenant depuis plus de 10 jours de cette instabilité qui provoque ces orages assez forts. Alors, 2 types de situations, évidemment des quantités de pluie très impressionnantes. Depuis 15 jours, 3 semaines, on a déjà vu des inondations dans le Pays Basque. Là, c'était hier des inondations dans la région lyonnaise. Les quantités de pluie sont extraordinaires. Ils tombent en quelques heures, l'espace d'1 mois de précipitation. Donc, inévitablement, ces pluies ne peuvent pas s'infiltrer. Elles s'écoulent, elles ruissellent. Et quand elles tombent dans des grandes villes, on l'a vu d'ailleurs encore en 2022, ça sera le cas de nouveau en 2023, évidemment, elles provoquent des inondations. Et puis, évidemment, quand les orages sont extrêmement forts, comme ceux qui ont traversé ce secteur de Châteauneuf-du-Pape, eh bien, là, ils sont accompagnés de grêle et on l'a vu à travers le reportage de la petite vidéo. Évidemment, les chutes de grêle sont très conséquentes. Puis en plus, ça tombe dans un secteur viticole très important. Donc oui, on va surveiller ce qui va se passer dans les 2 heures à venir, car évidemment, ça a pu avoir un impact sur ce secteur, en tout cas pour les vignerons. On va faire la totale. Vous nous avez parlé des inondations suscitées par des forts cumuls de pluie, les dégâts causés par la grêle, on vient de le voir, et on le voit encore à Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse notamment. Et plus à l'ouest, il y a aussi la foudre. Regardez ces images qu'on va découvrir ensemble. C'est ce tram qui a été foudroyé à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. C'était il y a 3 quarts d'heure environ, à la suite de violents orages. Il est à l'arrêt, vous voyez. Et ce tram, il a carrément pris feu suite à la foudre. Oui, la foudre, elle est très présente. Je vous ai envoyé une petite carte. Je ne sais pas si on aura l'occasion de la passer. Vous aurez l'occasion de la passer. Mais on voit déjà les impacts de foudre autour de Châteauneuf-du-Pape. Ils étaient déjà très importants. Et partout où il y a cette activité orageuse, il y a une activité électrique aussi très marquée. On le voit, le nombre d'impacts de foudre au sud de la région de Bordeaux, sur la Thèse de Buch que je vois actuellement, à Brive-la-Gaillarde. Ça remonte un peu sur le secteur de Limoges actuellement. Voilà, tous ces secteurs sont concernés par des impacts de foudre, par des chutes de pluie, donc des averses extrêmement importantes, et puis inévitablement des chutes de grêle. Et puis notre phénomène qui, localement, sous ces orages extrêmement forts, pourrait se produire aussi, eh bien, ce sont ces phénomènes tornadiques. On n'est pas à l'abri d'un phénomène de tornade avec ces orages extrêmement forts, mais que tout est réuni évidemment dans ce type d'instabilité pour toucher l'ensemble de ces secteurs. Et c'est encore le sud de la France qui sera touché au cours de ces prochaines 48 heures. Patrick Marlière, on a l'impression qu'on a coché un peu tous les mots-clés là, des intempéries maximales qui pourraient survenir dans ces quelques prochaines heures. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est cette carte. Pourquoi elle reste jaune alors dans la moitié sud? Pourquoi on n'a pas des vigilances plus fortes, plus marquées, orange, rouge, aux orages notamment, par exemple, de la part de Météo France? Voilà, là, c'est Météo France, les prévisionnistes de Météo France qui prennent la décision avec la sécurité civile lorsque on maintient, par exemple, si on estime que c'est qu'une partie d'un département ou qu'une partie d'une région qui sera touchée par des orages forts, parce que de toute façon, même en vigilance jaune, on est en vigilance sur les orages. Ça sera le même cas, d'ailleurs, vous verrez tout au long de l'été, quand on sera en vigilance jaune, feu de forêt, il faudra évidemment surveiller ce risque de feu de forêt. Donc là, évidemment, on est en vigilance, on n'est pas en vert, on dit simplement genre, attention, il y a des orages,
Vous le voyez depuis 10 jours, ils sont extrêmement forts. On est passé en vigilance jaune pour vous prévenir qu'il faut commencer à être averti et alerté et surveiller ce qui se passe. Évidemment, quand la vigilance est orange, c'est que les phénomènes sont encore plus marqués. Donc là, pour l'instant, c'est resté en vigilance jaune. Ça ne devrait pas passer en vigilance orange ou alors très localement sur 1 ou 2 départements. Mais voilà, c'est une sécurité qui est lancée par Météo France de surveillance des phénomènes météo. On est en vigilance jaune. Donc évidemment, on est prudent, on est vigilant, car des orages extrêmement forts, comme ceux qui ont touché Châteauneuf-du-Pape ou la région du sud de Bordeaux, pourraient encore se produire dans les prochaines heures. Il pourrait y avoir une évolution aussi de cette vigilance. La vigilance jaune, je lisais Météo France, c'est simplement soyez attentifs. On a vu déjà des vigilances oranges pour moins que ça. Là, on a quand même un tram qui brûle parce qu'il a été foudroyé. Ouais, la foudre, si vous regardez la carte que je vous ai envoyée, là, des impacts de foudre, vous verrez que c'est tout le département qui est touché par des impacts de foudre. Donc évidemment, on pourrait mettre quasiment la moitié. Après, quand on met trop en vigilance orange, qu'est-ce que l'on fait? Je veux dire, on va mettre la moitié de la France en vigilance orange, ne sortez plus de chez vous, alors qu'on a vu, de Châteauneuf-du-Pape, il a fait une très belle journée, et puis ensuite, il y a ce passage orageux qui a donné de la grêle. À Bordeaux, ces passages orageux ont provoqué une foudre assez importante, des impacts de foudre qui ont foudroyé ce tram. Donc évidemment, on est toujours, lorsqu'il y a de tels phénomènes extrêmement importants, sous la menace de phénomènes climatiques extrêmement importants, la grêle, la neige, la grêle, le vent, et là on n'a pas encore parlé du vent parce qu'évidemment à chaque passage de nuages d'orage de ce type, il peut y avoir ce qu'on appelle des fronts de rafale, des rafales de vent extrêmement violentes. Vous voyez, tout est réuni dans ce type d'instabilité. On arrive dans l'été, c'est d'ailleurs l'été météorologique, et bien dans ce type de situation, lorsqu'on annonce des orages, attendez-vous évidemment à des phénomènes extrêmes, d'autant qu'avec le bouleversement climatique, ce réchauffement climatique, on le voit, et pas seulement en France, un peu partout dans le monde, lorsqu'il y a des phénomènes extrêmes, ils sont de plus en plus violents et de plus en plus forts. Merci beaucoup Patrick Marlière de nous avoir apporté votre expertise au sujet de ces intempéries assez spectaculaires. Donc vous l'avez vu dans une très grande moitié sud, quasiment les 2/3 du pays, donc soumis à ces pluies, à ces tombées de grêle ou encore à ces orages. Soyez donc vigilants, même si la vigilance n'est que jaune pour le moment. En tout cas, cela alerte donc à votre vigilance. D'ailleurs, si vous êtes témoin, vous aussi, de tels événements, de telles intempéries, d'orages violents ou de ce type d'événements, envoyez-nous vos images. Vous connaissez l'adresse, on vous la rappelle tout de même, témoin.bfmtv.com pour donc partager avec nous et témoigner de ces intempéries. Ça marche aussi, bien sûr, sur l'application de BFM TV si vous avez filmé avec votre smartphone. On en vient à la politique et à l'actualité sociale avec cette nouvelle journée de mobilisation mardi, la 14e contre la réforme des retraites. On est donc à 2 jours de cette journée. Parmi ce qui a pu mettre le feu aux poudres, peut-être, c'est les décrets qui ont été publiés au journal officiel ce matin. 2 décrets, notamment celui qui recule l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Une journée à haut risque. Le ministre de l'Intérieur parle d'éléments radicaux, de l'ultra-gauche qui pourraient également venir de l'étranger pour perturber ces manifestations. 1 millier d'éléments radicaux, c'est comme ça qu'on dit, attendus sur les 600 000, jusqu'à 600 000 manifestants pour cette nouvelle journée de mobilisation. Jules Boiteau, Maxime Meunier. Sur le local de la CGT à Albi, dernier rappel pour la manifestation de mardi prochain. Pour mobiliser le plus possible, les représentants syndicaux ne relâchent pas la pression. On fait des campagnes de collage et d'affichage, de tractage. Sur les réseaux sociaux, on diffuse l'information et on va continuer aussi à le faire de façon à ce que la mobilisation soit le plus importante possible le 6. Après plusieurs grosses mobilisations, Albi est devenu l'un des symboles de la contestation en région contre la réforme des retraites. Le 16 février dernier, l'intersyndicale y défile au milieu de 50 000 personnes. Le 1er mai, ils étaient encore 12 000 dans la rue selon la CGT, qui espère un score équivalent. Mais dans le centre-ville vendredi, il y avait un peu de résignation. Je ne vais pas y aller parce que déjà j'ai une activité qui me prend beaucoup de temps et puis effectivement je pense que la réforme, là elle va se faire quoi qu'il en soit. C'est un peu tard. Là on peut faire ce qu'on veut, je pense que les décisions sont prises. Une mobilisation qui commence à peser aussi sur le portefeuille. Je ne peux pas m'absenter non plus, même une fois par mois parce que financièrement c'est pas possible. Mais je soutiens à fond, bien sûr, cette mobilisation. Dans le Tarn, en plus d'Albi, une autre manifestation est prévue dans la ville de Castres.
Et on en parle avec notre invité Fabien Villedieu. Bonjour, vous êtes délégué syndical Sudrail. La réforme des retraites a été promulguée mi-avril. 2 décrets, on l'a dit, et d'application ont été publiés au journal officiel ce matin, dont celui sur le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Qu'espérez-vous encore pouvoir gagner en allant manifester donc pour cette 14e fois mardi, alors qu'on le rappelle, le texte a été promulgué mi-avril? On espère tout simplement gagner. Et vous savez, si le gouvernement n'écoute pas les Français, nous on les écoute. Et que disent les Français? Ils sont à 59% à nous demander de continuer le combat. Voilà. Et si vous regardez, faites un focus sur les salariés, 70% des salariés demandent aux organisations syndicales, malgré les décrets, malgré l'obstination de Macron, malgré tous les éléments que vous venez de citer qui peuvent paraître défavorables, les Français, dans leur très grande majorité, 70% des salariés demandent aux organisations syndicales de continuer le combat. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On écoute les gens, tout simplement, on écoute les salariés et on continue le combat, même si c'est compliqué. Justement, puisque vous parlez des chiffres, on en a quelques-uns à vous soumettre dans notre dernier sondage et là pour BFM TV. Ça permet de voir aussi l'évolution de l'opinion. Soutenez-vous la mobilisation? 58% disent toujours que oui. En revanche, quand on regarde l'état d'esprit des Français, ils sont de plus en plus nombreux, plus 4 points, à estimer qu'il faut tourner la page et donc moins nombreux à se dire que le combat continue. Et quand on regarde la position des Français concernant cette réforme des retraites, alors oui, ils sont toujours majoritairement opposés, mais l'opposition est en baisse, elle aussi. Comment vous l'analysez ? Il peut y avoir un phénomène de fatalisme, mais il faut bien avoir conscience des enjeux. J'en prendrai qu'un seul. Je ne sais pas si les gens le savent, mais 28% des salariés qui ont 61 ans ne sont ni au chômage, ni en activité, ni à la retraite. Voilà. Ils attendent tout simplement de pouvoir bénéficier de cette retraite. 28%, c'est énorme, c'est quasiment un tiers. Et ces gens-là, en décalant le départ à la retraite, c'est un effort, c'est une souffrance immense. C'est ça qui nous motive. Après, la fatalité, elle existe depuis le début. C'était une des difficultés qu'on a eues dans ce conflit, c'est qu'il y avait aussi il y avait 70% des gens qui étaient contre la réforme, mais il y avait 70% des gens qui pensaient que le président Macron n'allait pas reculer. Cette fatalité, elle a toujours existé. Et ça ne nous a pas empêchés de nous battre. Il faut continuer à se battre. Pourquoi il faut continuer à se battre? Parce que derrière ces enjeux de retraite, il y a de la souffrance, tout simplement. Il y a une souffrance énorme, il y a une souffrance de dingue. Il y a tous ces gens qui, effectivement, tous ces seniors qui se retrouvent à 61, 62, qui sont jetés du marché du travail. Là, il va y avoir un plan fret à la SNCF où la SNCF va se débarrasser de ces seniors. On nous a expliqué qu'il fallait faire travailler les seniors, et là, on casse fret SNCF, et qu'est-ce qu'on va faire? Les plus anciens, on va les pousser vers la sortie. Fabien, voilà. Pour rester très concret justement et inciter ces manifestants donc à vous rejoindre mardi, vous parliez tout à l'heure de l'objectif de gagner contre cette réforme des retraites. Concrètement, quels sont encore les atouts dont vous disposez dans votre jeu pour contrer le gouvernement? Mais vraiment, quelles sont les mesures, quelles sont les actions que vous allez mener pour pouvoir annuler, abroger ce texte de la réforme des retraites? D'abord, il y a la mobilisation, en espérant être très nombreux mardi. Et par ailleurs, il n'a échappé à personne qu'il y a un projet de loi qui est proposé jeudi prochain. Donc, le but aussi est de peser par rapport à ce projet de loi, y compris que le gouvernement passe enfin au vote cette loi. Il y a un moment donné, il faut qu'il y ait, surtout sur des sujets aussi importants qu'est le décalage de la retraite de 2 ans, il faut qu'il y ait au moins cette légitimité démocratique. Il faut qu'à un moment donné, ça passe par la loi et que les députés tranchent, y compris s'ils arrivent à avoir une majorité de députés, ça donnera pour le coup un peu de légitimité. Et on voit que le gouvernement est très embêté et qui nous ressort de son chapeau tous les articles de la Constitution, justement pour ne pas passer cette loi devant les députés. Donc c'est aussi pour peser sur les parlementaires. C'est important de se mobiliser mardi. Merci beaucoup Fabien Villedieu. Le gouvernement qui vous répondra que cette loi a été votée par l'Assemblée nationale, certes par la voie du 49.3 que vous pouvez contester, mais qui avait valeur du coup de vote sur ce texte. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur BFM TV. On en vient à l'innommable, à Ajaccio, avant et pendant le match de cette dernière journée de Ligue 1 de football hier soir contre l'OM. La justice a d'ailleurs ouvert 2 enquêtes après que des supporters
supporters d'Ajaccio s'en soient pris violemment à Kenzo, cet enfant de 8 ans atteint d'un cancer, et à son père, fan du club marseillais. Et puis un homme, par ailleurs, a été placé en garde à vue pour violence aggravée et dégradation de biens après l'agression d'un journaliste de France 3 par des supporters phocéens. Retour sur le chaos qui a régné hier autour de ce match. Antoine Forestier, Caroline Bertolino, Théo Bassilana avec Pierre-Henri Holderbaum. Kenzo a 8 ans et est atteint d'un cancer du cerveau. Hier, il était invité à Ajaccio pour assister au match de Marseille. Comme tout bon fan de l'OM, Kenzo portait le maillot de son équipe préférée. Mais avec son père, ils ont été agressés par des supporters d'Ajaccio. Le jeune garçon a été blessé et son père a reçu 2 coups de poing. Leurs maillots ont été arrachés puis brûlés. Des actes condamnés par le club corse. Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île. Le club condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. Kenzo et son père ont été mis en sécurité dans la zone des vestiaires du stade. Seul point positif de cette triste soirée, l'enfant a pu rencontrer l'un de ses joueurs préférés, Matteo Guendouzi. Avant même le début du match, le climat était déjà tendu entre les supporters. Même ambiance à l'intérieur du stade François Coty d'Ajaccio. Dès le coup de sifflet final, les Marseillais protégés dans cette cage ont dû patienter de longues minutes avant de quitter l'enceinte. Aux alentours de minuit 30, escortés par des CRS. Sur le chemin qui mène à leur hôtel, une centaine de Marseillais sans surveillance sont pris à partie des supporters ajacciens dans cette station-service non loin du stade. Un journaliste de France 3 a été menacé puis frappé au visage. Son matériel a été détérioré. Il a été transporté à l'hôpital par les pompiers. Ce matin, les supporters marseillais ont été escortés pour rejoindre leur ferry. Le bateau est parti à 10h45 en direction de Toulon. L'agression du petit Kenzo a provoqué une vague d'indignation, y compris de la direction du club d'Ajaccio. Pour la maman de l'enfant, ces agressions ont provoqué un véritable choc. L'humoriste marseillais Ben Gouze, qui s'occupe des enfants malades qui assistent au match de l'OM, a pu échanger avec elle. Quand j'ai eu la maman hier qui était dans un état second parce que le petit Kenzo s'est fait prendre en aparté, ainsi que ses parents, que son papa s'est pris des coups de poing, que le petit Kenzo s'est fait lever son maillot pour un simple match de football. Et d'avoir appris cet incident qui est pour moi, franchement, un truc de fou, en fait, parce que là, on parle de quelque chose où on s'en est pris à un enfant malade. Franchement, c'est des choses qu'on voudrait peu que ça se reproduise. Et attention donc, on vous le rappelle, à ces intempéries, ces orages qui se préparent dans une grande moitié sud. Vous le voyez sur cette carte vigilance Météo France, où les 2/3 du pays, dans le sud, sont quasiment tous placés en couleur jaune, ce qui est une vigilance légère, mais tout de même. On a entendu tout à l'heure Patrick Marlière, un météorologue, nous préciser qu'il fallait être donc attentif à ces événements, de fortes pluies, des chutes de grêle. On va voir notamment ce qui s'est passé du côté de Châteauneuf-du-Pape, avec ces images témoins communiquées donc par l'une de nos téléspectatrices que nous avons eues tout à l'heure. Dans son jardin, vous voyez ces grêlons qui sont tombés pendant à peu près une grosse demi-heure dans le milieu de l'après-midi, des pluies intenses également, un phénomène assez surprenant auquel elle ne s'attendait pas, qui se sont stoppés assez rapidement, mais vous voyez en grande quantité donc ces intempéries dans le Vaucluse, région de Châteauneuf-du-Pape, bien connue aussi pour ses vignobles. Ça, c'est pour la grêle. Il y a aussi de l'orage dans le sud-ouest. Il y a quelques minutes, regardez ce tram foudroyé près de Bordeaux à l'aéroport de Mérignac. Ce tram en feu, donc, suite à cette foudre qui est tombée sur lui. Et puis, il y a la grêle. Ces fortes pluies aussi qui peuvent entraîner des risques d'inondation. C'est le cas dans les Hautes-Alpes, à Annecy. Voilà les images qui viennent de nous être envoyées en Haute-Savoie. Qu'est-ce que je vais dire? Hautes-Alpes, bien sûr, n'importe quoi. En Haute-Savoie. Toutes ces images témoins BFM TV, continuez à nous les envoyer sur notre site, sur notre application. Ça nous permet de vous tenir informés de la situation, les orages qui vont frapper une grande partie de la France jusqu'en fin de journée. On y revient avec Ronald Guintrange dans un instant. BFM Story Weekend, toutes les dernières informations. Bonne fin d'après-midi sur BFM TV.